Et salut à tous et salut à toutes, c'est Yoni, mais je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Time Out, votre émission Talk Show 100% NBA, 100% basket. Dans un premier temps, laissez-moi vous souhaiter à tous et toutes de joyeuses fêtes. C'est Noël, c'est bientôt le nouvel an. En espérant que ça n'a pas été trop indigeste, là, tous les repas qu'il y a eu là depuis. J'espère que vous avez été gâtés en cadeau tous et toutes. Niveau basket, la traditionnelle soirée de Noël s'est déroulée. C'était un peu bizarre. C'est un peu vite perdu C'est de fait son chier. intérêt, C'est fait chier, on peut le dire. carrément. Carrément, carrément. Il n'y a pas eu trop de surprises, on s'est un peu fait chier, faut le dire. Ce soir, on a quand même décidé de relever un petit peu le niveau basketballistique. On a décidé de lancer, enfin, avant de lancer la vraie saison de Time Out, de parler de la saison régulière, des stats, de faire des débats sur les matchs, etc. On a décidé de terminer 2020 en beauté, puisqu'on va continuer et terminer les previews. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux trophées individuels. On ne va pas parler des équipes. On va parler des trophées individuels, donc on va parler du MVP, on va parler du MIP, du Coach of the Year, du Rookie of the Year, du Défenseur de l'année, du sixième homme de l'année. Et on a voulu pousser le bouchon un petit peu plus loin puisqu'on va décerner trois autres trophées totalement inédits. On va parler du Role Player de l'année, on va parler du Comeback de l'année, comme ça se fait en NFL. Et puis, on a inventé aussi ce petit trophée du nouveau All-Star qui sera nommé cette saison. Peut-être qu'il y aura des nouveaux All-Stars dans la ligue. On va essayer de voir un petit peu tout ça. Donc, toute l'équipe a voté pour ces trophées. On va vous donner bien évidemment les résultats tout au long de la soirée. Pour m'accompagner dans cette émission un petit peu spéciale, ils ont choisi d'être là. C'est mes deux chroniqueurs les plus bavards. On ne va pas se mentir, monsieur Théo Accard, Guillaume Pomade. Messieurs, comment ça va? Théo, comment tu vas, toi? Bah écoute, ça va, ça va. Par contre, je tiens à rectifier une chose. Le plus bavard n'est pas là. Il s'agit toujours et encore de Sébastien. Personne ne pourra le détrôner là-dessus, mais ouais, t'as raison. Et joyeuse fête à tout le monde. Et comme l'a bien dit Guillaume, on s'est fait chier pendant cette traditionnelle soirée de Noël. 5 bons gros blowout, c'était bien déprimant. C'était pas ouf. Toi, Guillaume, comment tu vas niveau Bah, basket, je tout suis ça, les fêtes se passent fatigué. bien? La NBA a repris, donc je me lève à 14h et je suis quand même fatigué parce que je me suis couché à 7h pour regarder Kuzma mettre des paniers contre les Timberwolves. Voilà, c'est la belle vie. La vie qu'on a décidé de mener en tant que C'est un journaliste plaisir, hein. basket. Je sais que vous militez depuis quelques semaines pour faire cette émission spéciale trophée. On va la faire ce soir. Je sais que vos argumentaires sont déjà prêts depuis un petit moment. On va parler de tout ça. Messieurs, on va voir qui sera MVP, MIP, Koi, Roy, Deepoy, Sixman 2001 selon Time Out. La réponse, c'est tout de suite dans le temps mort le plus long de la NBA. C'est dans Time Out. Et on commence tout de suite cette soirée spéciale de remise de trophées avec le premier trophée de la soirée. On va parler du rookie de l'année. Sans plus de suspense, je vous annonce le gagnant. Le gagnant, c'est tout simplement James Wiseman qui joue avec les Golden State Warriors. En deuxième de nos votes, Anthony Edwards. En troisième, Lamelo Ball. On a décidé de mettre à chaque fois une petite surprise, la surprise du chef, on va dire. Et cette année, la surprise du chef pour le trophée de Rookie of the Year, ça sera Tyrese Haliburton qui joue du côté des Sacramento Kings. Dans les mentions, je vous les donne vite fait. On a Isaac Okoro, Obi Toppin, Advija, Patrick Williams du côté des Bulls et Facundo Campasso aussi qui ont été mentionnés dans les surprises. Théo, je vais me tourner vers toi. James Wiseman, rookie de l'année, est-ce que ça te semble logique? Pourquoi ce choix? Et toi, surtout, qu'est-ce que tu as mis dans tes trophées pour le rookie de l'année, mon cher Théo? Bah, moi, j'ai voté pour ce que tu as nommé la surprise, Tyrese Haliburton, parce que, il combine temps de jeu et pour l'instant un minimum de stats. Après, c'est vrai que Wiseman, on a vu sur les premiers matchs avec les Warriors, il va beaucoup stater. On l'a déjà vu faire des matchs à 19 points et il va tourner autour des 20 points assez régulièrement. Donc, je pense que Wiseman, c'est en termes de temps de jeu le favori. Quand on voit que des joueurs comme Lamelo Ball, Anthony Edwards, Obi Toppin sortent du banc, lui est déjà titulaire dans une équipe où il est pratiquement déjà la deuxième ou troisième option offensive. Euh,
Wiseman, ça paraît logique. Je pense que c'est le grand favori au titre s'il continue sur sa lancée et qui se blesse pas. Je vois pas qui pourrait lui voler le trophée. Il joue du côté à la fac avec les Tigers de Memphis. Guillaume, t'as mis qui, toi, en rookie? Et est-ce que Wiseman, pardon, ça te semble un choix logique J'ai pour ce trophée-là, en tout cas? j'ai tourné ma veste, puisqu'en avant-saison, j'avais mis Lamelo Ball en rookie de l'année, puisque je pensais que c'est celui qui aurait le plus gros usage rate, le plus la balle en main, et que du coup, par définition, celui qui aurait le plus de stats. Mais parce que j'avais des doutes sur Wiseman, qui n'a pas joué au basket en équipe depuis quasiment un an, puisqu'il a fait que 3 matchs à la fac avant de se faire suspendre. Et ensuite, il a raté même la pré-saison, donc j'avais des gros doutes sur lui. Et bah, ces doutes en 3 matchs, ils ont disparu. Il tourne à 83% à 3 points actuellement. Et pas que, bon, évidemment, il ne va pas le maintenir, mais son shoot paraît fluide. Son intelligence en défense est meilleure que ce à quoi je m'attendais. On le voit parfois sur la ligne de passe, sur les deflections. Il n'est pas mauvais au contre. Il a un 1,3 contre par match. Et en attaque, il a montré qu'il était capable de prendre la balle au poste, qu'il était aussi capable de dribbler. Il y a une action contre les Nets où il contre, il remonte la balle et il finit de l'autre côté. Et c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas tout de suite pour le moment pour Wiseman. Et le fait qu'il puisse déjà faire ça, ça me le met tout simplement en haut de mes favoris pour le rookie de l'année. 2,13 m, un mec de 2,13 m qui arrive à drive, c'est plutôt pas mal. Effectivement, en plus, il y a une certaine maturité qui se dégage de lui sur ses premiers matchs, en tout cas. Donc, c'est vraiment intéressant pour les Warriors. On en parlera peut-être tout au long de la saison, mais pour l'instant, tu l'as dit, les options offensives des Warriors sont un peu décevantes, voire beaucoup décevantes derrière Steph Curry. Donc, Wiseman peut s'imposer à ce poste-là comme une vraie référence. Anthony Edwards, qui a du coup terminé premier de la draft, n'est que deuxième de ce classement pour nous. Théo, pourquoi, à ton avis, Edwards ne sera pas premier et pourquoi on le met que deuxième c'est quoi, quelles sont les raisons qui font qu'on ne croit pas trop en Edwards, en tout cas sur ses premiers matchs? Bah, déjà, pour moi, il y a un gros doute sur sa motivation. On a vu pas mal de ses interviews de pré-saison, etc., où on avait l'impression que le basket, c'était quand même assez secondaire pour lui, alors qu'il commençait sa carrière en NBA. Donc, à un moment où normalement les jeunes vantent leur motivation et leur envie de bien jouer, lui, il paraissait un peu en dilettante là-dessus. Moi, personnellement, ses premiers matchs m'ont rassuré sur son envie de bien jouer au basket et son envie, sa motivation. Je pense qu'il a montré des belles choses avec les Wolves. Ce rôle de sortie de banc, pour l'instant, convient assez bien à ce qui se passe aux Wolves. Ça lui permet d'avoir beaucoup la balle en main, ce qui serait moins le cas en tant que titulaire avec D'Lo et Towns. Mais je pense que ce qui joue contre lui aussi, c'est du coup le fait de sortir du banc, un peu comme la Melo Ball. C'est deux joueurs qui finalement n'ont pas les clés du camion en main. Wiseman non plus, mais Wiseman est titulaire et Wiseman a un gros temps de jeu, peut-être plus gros que celui de la Melo Ball ou d'Anthony Edwards. Donc moi je pense que c'est ça aussi qui va jouer. Et ça Après, fera la diff. Oh, Guillaume. Après, par rapport à la mélo, je trouve que Edwards a quand même eu beaucoup plus la balle et de shoot. Il a 26% de usage rate sur les 3 premiers matchs. C'est-à-dire que sur toutes les possessions auxquelles il a participé, 26% sont passés. C'est lui qui a fait l'action, qui a fait soit le tir, soit la passe décisive. Enfin, c'est sur lui que ça a tourné la balle. Et je trouve qu'Edwards a pris beaucoup de shoots qu'il ne devrait pas prendre à 3 points. Il aime trop shooter, peut-être. Et c'est pour ça que j'ai des doutes sur lui. Perso, j'ai mis la mélo devant Edwards dans mon top 3 parce que j'ai encore des doutes sur Edwards et il a fait 2 bons premiers matchs en termes de qualité parce que les shoots sont rentrés dedans. Mais on l'a vu hier soir, quand ça rentre pas dedans, c'est vraiment dégueulasse. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, surtout qu'avec sa qualité de drive et son physique, je pense qu'il pourrait faire beaucoup plus mal en pénétrant et en finissant proche du cercle. Lamelo, Edwards deuxième, du coup Lamelo troisième de ce classement de Time Out pour l'instant. Un mot vite fait pour terminer sur du coup la surprise que toi tu as mis numéro un, Théo, Tyrese Haliburton avec les Kings. Pourquoi Haliburton et du coup un petit mot sur ce joueur-là, sur la surprise, si les gens le découvrent, effectivement ça peut être une surprise, lui qui a terminé à la draft, 12e. 12, il est 11 douzième. ou 12. 12e. Ouais, moi, c'est un joueur que j'avais. Honnêtement, j'avais beaucoup de doutes sur lui avant son arrivée en NBA, notamment sa mécanique de shoot, que je trouvais pas extraordinaire. Je le trouvais. Même si je trouvais que le fit avec Fox était bon, je trouvais qu'il n'était pas forcément extraordinaire, même à la création, etc. Honnêtement, il a dissipé pas mal de doutes, notamment sur sa grosse capacité défensive.
C'est un défenseur très intelligent, qui a des longs bras, qui sait bien défendre. Et honnêtement, moi, là où il m'a rassuré, c'est sur sa qualité de passe. On l'a vu en sortie de banc, il est capable de faire des matchs à 5-6 passes décisives, à mettre les intérieurs des Kings dans de bonnes conditions, que ce soit Bagley, Holmes ou Whiteside. Donc, moi, franchement, il m'a énormément surpris en bon sur ce début de saison, Tyrese Haliburton. Après, il a joué que 3 matchs, mais je pense que ça va être une belle surprise du côté des Kings. Et il a l'avantage d'avoir le temps de jeu parce que c'est pratiquement la seule option viable sur le bac courte derrière Fox et Hill, en fait. Donc, il est très vite passé devant Corey Joseph dans la rotation et c'est totalement normal. Il a énormément de talent et je pense qu'il a la place pour s'imposer aux Kings. Il est Qui extrêmement est donc. propre. Ouais, Un seul turnover pour 15 passes D réussies. Je viens de voir parce que j'ai vu qu'un bout de match des Kings depuis le début de l'année. J'ai vu qu'à Liberton, j'ai dû voir 3 minutes de lui. Je viens de voir, c'est assez impressionnant en termes de Ouais, propreté. ouais, non, c'est hyper propre. Et il fera le bonheur, en tout cas on l'espère pour les Kings qui veulent retrouver les hauteurs de la conférence Ouest. Tyrese Haliburton, donc notre surprise, je répète, James Wiseman, le rookie de l'année selon Time Out. Anthony Edwards et Lamelo Ball qui complètent ce podium. En surprise, donc on a Tyrese Haliburton. Et puis dans les mentions que toi, tu as mis en surprise, Guillaume Isaac Okoro, on a du Obi Toppin, du Patrick Williams, du Advidja et du Facundo Kumpasso que j'ai Je sais mis pas en qui est surprise. l'alcoolique qui a mis ça dans la rédac, mais. C'est moi. Et C'est bah, moi. et bah, écoute, je me remercie Je pas de voulais t'avoir dire. traité d'alcoolique, hein. Je Même voulais... Tyrese Maxey, il a plus de chances de gagner que Campazzo, quoi. Franchement, ça peut être. Moi, j'ai dit voilà, une surprise. Faisons-nous plaisir, messieurs. Voilà pour ce trophée de rookie de l'année. On va enchaîner tout de suite avec la catégorie juste après. On va parler du MIP, le Most Improved Player, le joueur qui a le plus progressé de la ligue. Je retrouve mes petites fiches. Pour le gagnant du MIP, c'était un peu serré d'ailleurs pour ce trophée-là. Il y a pas mal de noms qui ont été mentionnés et le gagnant de cette catégorie, c'est Markel Fultz avec Orlando qui termine du coup premier. Ça a été très serré avec Jamal Murray qui termine, on va dire, qui termine deuxième. Du coup, Shai Gilgeous-Alexander avec OKC qui termine troisième. On a du Markkanen, on a du Michael Bridges aussi. Et la surprise dont on a décidé de nommer, c'est Christian Wood qui sera qui jouera cette année avec les Rockets de Houston, qui termine du coup surprise. Donc, Fultz en 1, Murray en 2, Shai Gilgeous-Alexander en 3, Markkanen en 4 et puis en surprise Christian Wood. Dans les mentions pour le MIP de ce joueur qui a le plus progressé, on a du coup Michael Bridges, je vous l'ai dit, on a du Dante DiVincenzo, pardon, du Lonnie Walker, du Michael Porter Jr., Zion Williamson et Colin Sexton, même si on le rappelle quand même que les sophomores gagnent très rarement. On a vérifié juste avant de faire l'émission, là, on C'est avait arrivé regardé 2 fois. les Ah, comme ça, on peut le sophomores. dire. Ouais, Monta Ellis et Gilbert Arenas en sophomore. C'est pas arrivé. Il n'y a pas eu de sophomore voté depuis longtemps, même par les votants ne votent quasiment jamais les sophomores, non. donc on peut plus ou moins dire que Zion ne sera pas. Bon, il a été mentionné quand même. On a du Colin Sexton aussi. Ça fera plaisir à certains. Messieurs, Markel Fultz, vous avez été plusieurs à le mettre, notamment en numéro un et dans les surprises. Markel Fultz qui a eu des années de galère depuis sa draft numéro un. C'était quand? C'était il y a 3 ans maintenant, En 2017. Markel Fultz. 2017, la même draft que Tatum, notamment. Markel Fultz, exactement, blessé, souvent blessé. Il a eu des problèmes avec son épaule, sa mécanique de shoot, on en a beaucoup parlé. Il a galéré du côté des Sixers. Il rebondit, enfin, il va tenter en tout cas de rebondir avec le Magic. Guillaume, toi qui le connais bien, est-ce que Fultz pour toi peut être ce MIP de cette saison? Lui qui, bah, du coup, comme on le dit, hein, qui a pas mal galéré et qui en tout cas, a l'air de revenir plutôt pas mal. Est-ce que ça sera suffisant pour être le MIP de cette saison? Moi, perso, je l'ai mis en surprise. Je ne l'ai pas mis en MVP parce que c'est pas mon favori. Mais au vu de ce qu'on voit depuis le début de cette saison, c'est certainement l'un des favoris. Et il est en train déjà de créer son dossier. Avec les 3 premiers matchs, il est à 20 points de moyenne sur les 3 matchs. Et ce qu'il a montré surtout,
ce soit balle en main, que ce soit même au shoot, que ce soit en pénétration, en contre-attaque, il a montré vraiment qu'il était capable de tenir la balle et d'être le meneur titulaire de cette équipe sans problème, sans qu'il y ait une discussion ou quoi, avec Cole Anthony ou avec DJ Augustin l'an dernier, d'ailleurs qui avait été bench pour Fultz. Et Fultz peut faire aussi le jump statistique qu'il faut pour être élu MIP. Il peut passer de 12 à 17, 18 Enfin, points, on va dire. Soyons optimistes. Et je pense qu'il a une belle chance et un beau dossier. Ça dépend un peu peut-être des victoires du Magic. Si le Magic est hors du play-in, par exemple, je pense que j'aurais du mal à mettre Fultz MIP. Par contre, si le Magic est 8e, et parce que le Magic s'est amélioré grâce à l'amélioration de Fultz et pas grâce à l'amélioration d'autres joueurs autour, je pense que là, il aura un dossier solide. je regarde les stats là, de Markel Fultz, effectivement, la saison dernière, 12,1 points, 5,1 assists, 3,3 rebonds, à 46% au shoot. Là, il est à 49% au shoot avec presque 20 points de moyenne. C'est mieux que du coup la saison dernière et son statut fait qu'il pourra du coup peut-être, comme tu l'as dit, rester dans ces moyennes-là entre 18 et 20 points avec le Magic. Théo, toi qui l'as bien connu avec les Sixers, enfin bien connu. Oui et non, du coup. Jonathan Simmons, hein. Exactement. Markel Fultz, tu le vois être ce MIP cette saison? Ouais, moi j'en ai fait mon favori personnellement. J'ai toujours cru en ce joueur, même au moment de sa draft. C'est un joueur pétri de talent qui est capable d'être très propre, comme l'a montré pour, pour entrer dans l'actu, comme l'a montré sa fin de match hier face à Washington, où il a pris les clés en main et c'est lui qui participe notamment à cette victoire d'Orlando sur Washington. Un Washington sans Westbrook, mais sur Washington quand même. Donc moi je pense que Fultz, ouais, il a cette capacité à être MIP cette saison parce qu'il a le talent. Il a potentiellement le jump statistique possible, comme l'a dit Guillaume. Et puis surtout, il y a une vraie place à jouer dans ce Magic parce que finalement, même si le Magic fait à peu près le même bilan que l'année dernière, il faudra peser aussi l'absence de Jonathan Isaac dans cette balance, dans la balance pour le dossier de Fultz. C'est qu'ils sont privés de leur meilleur joueur défensif. Et s'ils arrivent à rester huitième malgré cette absence qui pèse, je pense que ce sera en partie grâce au step-up de Fultz. Donc, ouais, moi, je crois en ce joueur et je pense qu'il est capable de montrer qu'il a peut-être que numéro 1 de draft, c'était trop haut, mais qu'il a le niveau d'un top 5 de draft. Et du coup, Markel Fultz, qui serait notre MIP cette saison, Jamal Murray, qui serait numéro 2. Jamal Murray qui a terminé lui la saison dernière avec 18,5 points, pardon, 4,8 assists par match et 45%, 46% au shoot. Et surtout un rôle plus important avec les Nuggets. Est-ce que ça va suffire quand tu pars de 18,5 points? C'est assez compliqué de step up beaucoup plus pour aller chercher ce MIP. À voir avec voilà, le rôle qu'il aura et surtout les performances des Nuggets cette saison qu'on nous on mettait deuxième, je crois, troisième de notre classement. Donc voilà, ça peut aider à ce jump statistique. Un petit mot quand même sur la surprise. Christian Wood, qui lui a été trade pendant cette intersaison à Houston. Il a signé en agent. Il était free agent du coup, Christian Wood, du coup, qui était à Détroit, qui a signé C'est un à sign and trade. Vous avez tous les deux raison. on est bon, Théo, c'est bon, tranquille. Christian Wood, du coup, qui, bon, pour l'instant, n'a fait qu'un match avec Houston. Quel match? Un 31-13. 31 points, voilà. Donc, il passerait donc, la saison dernière 13,1 points de moyenne, le pivot, 6,3 rebonds. Et là, du coup, il passerait à 13 rebonds et 31, 31 points, en tout cas sur ce seul match. Christian Wood, messieurs, ça vous inspire en tant que surprise? Moi, oui. Pas moi. Moi, je pense qu'il peut. Avant la saison, beaucoup de monde en faisait leur favori parce que l'année dernière, avant l'interruption de la saison, il faisait des grosses stats dans un marasme à Détroit où plus personne ne voulait jouer et c'était le seul à faire des stats. Là, il a profité d'un grand James Harden pour stater comme il fallait dans la peinture et je pense qu'il a la capacité. Il a une palette offensive qui est assez large et que Harden parte ou reste,
il pourra quand même profiter de John Wall, s'il reste sur deux jambes, bien sûr, mais il pourra quand même profiter des offrandes de John Wall pour toujours mettre des points et prendre ses rebonds. Il a été préféré à DeMarcus Cousins au poste de titulaire, aussi à cause de l'état de santé de Bien DeMarcus, sûr. mais je pense que c'est pas pour rien. Et Stephen Silas en fait une pièce inamovible de son projet à Houston. Donc pour moi, il va pas forcément surprendre parce qu'il était déjà sur des stats un peu similaires en fin de saison dernière avec Détroit. Mais beaucoup de monde le voit comme favori du MIP, et ce que je comprends parce que je pense qu'il aura ce jump statistique qu'on demande à un joueur MIP. Et donc, Pour moi, le jump Guillaume, pardon. statistique, il peut l'avoir. Ça, je suis d'accord. Il aura sans doute un dossier MIP. Ça, je ne le contredis pas. Mais le MIP, c'est surtout une histoire pour laquelle les votants aiment voter. On voit Ingram l'an dernier qu'il l'a été parce qu'il vient de se faire trade des Lakers et qu'il sort une saison All-Star. Et je ne pense pas que Wood, dans l'équipe de Cousins et Wall qui reviennent de 2 ans d'absence, sera la personne dont qui on parlera à chaque fois, à chaque match des Rockets, contrairement à ce qu'Ingram était l'an dernier au Pélican, par exemple. Par exemple, Ingram, mais je pourrais en prendre d'autres. Et je ne pense pas qu'il y aura ce côté histoire avec Wood pour les MIP comme d'autres joueurs ont pu avoir auparavant. Et du coup, je pense que ça lui fera défaut. Mais c'est vrai que c'est le storytelling en NBA compte pour beaucoup Sur le dans MIP, les c'est le trophée où ça compte le décisions. plus. C'est vrai, ce côté-là, mais c'est vrai, ce côté histoire, etc., ça joue beaucoup sur les trophées et donc sur celui de MIP. Christian Wood, notre surprise pour ce trophée-là, messieurs, on va enchaîner avec le troisième trophée de la soirée. Il y en a pas mal à voir ce soir. On va parler. Dédicace à des gens de Temeray, et je te coupe, dédicace à des gens de Temeray et à Derrick White qu'on n'a pas mentionné parce que sinon les fans des Spurs vont nous taper après. Faut les C'est vrai, mentionner. mais en Spurs, du coup, je crois que c'est Thomas qui a mis Lonnie Walker euh, en, en surprise ou en deuxième, je crois, du MIP. C'est pas le bon. Messieurs, c'est pas moi qui fais les votes. Je suis désolé. Messieurs, on va parler du Six Man, du sixième homme de l'année pour ce troisième trophée de la soirée. Sans plus de suspense, je vous annonce le gagnant. Le gagnant, c'est Montrezl, bien évidemment ultra favori avec les Lakers de Los Angeles. Montrezl qui est suivi tout de suite après de Caris LeVert et de Jordan Clarkson. En surprise, on a Dennis Schroeder. Surprise ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, Ah, c'était c'en est avec pas vos votes. une. C'était Il est titulaire. À partir du moment où il est titulaire, moi je le compte pas Ouais, dans le vote ouais. personnellement. Ah non. La notion de surprise a été un petit peu interprétée comme à la sauce de tout le monde, mais en tout cas, la surprise, selon l'équipe de Time Out, ça serait Dennis Schroeder avec, pareil, les Lakers. Dans les mentions, on a Derrick Rose, Alec Burks, Bojan Bogdanovic, Lou Williams, l'indétrônable, et puis Michael Porter Jr. qui est aussi dans ses surprises de Six-Man. Parlons de Montrezl, bien évidemment ultra favori, lui qui l'a gagné la saison dernière. Il va avec l'équipe rivale, on va dire, avec les Clippers l'année dernière, il va de nouveau starter, justement, il va pas starter, il sera sur le banc là avec les Lakers. Guillaume, je me tourne vers toi, tu connais bien cette équipe des Los Angeles Lakers. Tu as vu bien évidemment Montrezl. Est-ce que pour toi, c'est un choix logique de le mettre en numéro 1 et pourquoi Montrezl va de nouveau gagner ce titre, selon toi? Bah là, tu poses la question à quelqu'un qui n'est pas convaincu qu'il va le gagner, puisque c'est pas mon pronostic. Mais après, évidemment, sans doute, si on devait mettre de l'argent dessus, ce serait celui sur qui tout le monde parierait, parce que c'est le plus safe. Parce qu'il va y avoir les stats, il va y avoir le fait que le bilan sera très bon, le fait qu'il va avoir des minutes, beaucoup de minutes, parce que Davis, LeBron vont se reposer, parce que Marc Gasol n'est pas éternel non plus, il va se reposer. Enfin, il aura son 18-7 sans problème, comme il a eu l'an dernier pour avoir le trophée. Et je pense qu'il a tous les arguments pour être le favori. Ce n'est pas le mien. Le mien, c'est Clarkson, parce que je suis impressionné par ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé à Utah. Donc voilà, je le mentionne rapidement. Là, il commence très fort la saison, il a 19 points de moyenne, mais c'est déjà mon favori avant même le début de saison. Pour moi, Utah va faire une bonne saison, sachant que Bogdanovic revient d'une blessure assez grave, et Clarkson pourrait même, en fonction de la saison de Mike Conley, qui, on le sait, a été difficile l'an dernier, il pourrait finir des matchs Clarkson et avoir peut-être plus de temps de jeu encore que prévu. Et moi, je crois en lui pour être sixième homme de l'année. Je l'ai mis en premier aussi, Clarkson.
te rejoindre là-dessus, mon cher Guillaume. Mon frère. Euh, Théo, un mot sur Montrezl et puis aussi sur Schroeder, on va dire que c'est le duo des joueurs des Lakers. Schroeder qui a commencé la saison en tant que titulaire. Euh, la question c'est est-ce que Schroeder peut basculer sur le banc et devenir une arme euh, de la seconde unit ou pas, ou est-ce qu'on va rester sur ce schéma de Schroeder dans le 5 et du coup, pour être le sixième homme, ça sera un peu compliqué pour lui. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que Schroeder il va rester titulaire toute la saison. Ça fonctionne très bien avec LeBron. Ça fonctionne très bien avec KD. On a vu hier notamment pas mal de cut backdoor avec Marc Gasol à la passe au poste haut. Ça fonctionne avec tous les joueurs du 5. Je ne vois pas pourquoi les Lakers changeraient alors que ça fonctionne bien. Et Montrezl, du coup, c'est pareil. Ça fonctionne parfaitement bien avec le banc. On a souvent dit de Lou Williams que c'était le sixième homme par excellence. Sur les postes extérieurs, c'est le cas, comme Jordan Clarkson notamment. Mais à l'intérieur, le sixième homme par excellence, c'est Montrezl. Je rentre, je ne sers pas à grand-chose en défense. Par contre, J'enfonce des têtes. Ouais. j'impose mon rythme. Je joue avec mes fesses quand je suis au panier. Je mets des gros dunks. Je profite des offrandes de mes potes. Et ouais, il a le dossier parfait. Et juste, Yoannim, je suis désolé, je vais être obligé de te corriger. Je n'ai pas voté pour Bojan Bogdanovic, mais pour Bogdan Bogdanovic, parce que Bojan Bogdanovic, je pense, sera titulaire avec le Jazz. Ouais. Et c'est Bogdan qui, pour l'instant, sur les premières rumeurs, serait remplaçant à Atlanta. Et qui, en fonction de la saison d'Atlanta et de ses stats, pourrait être une surprise. Même si, honnêtement, je l'ai mis en surprise. Je pense que Montrezl est le grand favori à sa propre succession. Et tu fais bien de me le dire parce que les Bogdanovic, il y en a trop dans cette ligue et que ils ont tous le même prénom en plus. Mais donc, tu fais bien de me corriger là-dessus. Un mot vite fait, je me permets, du coup, sur le deuxième de ce classement, Caris Levert avec Brooklyn, c'est un peu compliqué la situation puisque il aurait dû être titulaire en début de saison. Enfin, il a ce statut de titulaire normalement. Steve Nash a préféré le mettre sur le banc et introduire Spencer Dinwiddie dans le 5 majeur pour laisser Caris LeVert mener la seconde unité avec Jarrett Allen notamment. On a appris aujourd'hui, là, au moment où on enregistre l'émission, il y a quelques heures, que Spencer Dinwiddie serait blessé logiquement toute la saison. Du coup, on va voir comment Steve Nash va réagir face à ça. Est-ce qu'il va laisser Caris Levert dans la seconde unité du coup en tant que sixième homme, ou est-ce qu'il va le réintroduire dans le 5 majeur? Ça va être à suivre. Personnellement, je pense, j'en ai un peu parlé aujourd'hui, je pense quand même que Caris Levert, ce rôle-là de sixième homme peut lui aller. Comme il s'appelle, Steve Nash, le coach là, des Nets, a parlé de rôle un peu à la Manu Ginobili, voilà, de mener cette seconde unité et d'être très propre en sortie de banc. Je pense que ça peut lui aller, surtout quand on voit que les Nets sur le banc sont un peu en galère, là, en tout cas en début de saison, avec Torian Prince et Landry Shamet qui sont un peu dégueulasses. On va pas se mentir. Du coup, je pense qu'avoir un Caris Ah, Levert et dans ta Timothée seconde unité. Luaou. T'inquiète, Il a joué on 3 en parlera minutes hier, je après. crois. On en parlera après de TLC. Je sais plus où je l'ai mentionné, mais je l'ai mis quelque part, vous Il inquiétez est pas. obligé. Et donc, donc Caris Levert qui terminerait deuxième de ce trophée de Six-Man remporté par le grand favori cette saison, Montrezl. En surprise, on a mis Dennis Schroeder, mais on en a parlé un petit peu, ou Jordan Clarkson, pourquoi pas. Messieurs, on va du coup enchaîner tout de suite avec le quatrième trophée de la soirée, un trophée qui habituellement ces dernières saisons revenait à un Français. Bon, pas la saison dernière, puisque en tout cas un Européen, on va dire que le trophée de défenseur de l'année revient souvent en Européen ces derniers temps. Et bien, surprise, le grand gagnant de cette catégorie du défenseur de l'année cette saison, Anthony Davis avec les Lakers. En deuxième, Rudy Gobert. En troisième, on a Bam Adebayo, pardon, qui a été mentionné aussi l'intérieur du Miami Heat. Giannis Antetokounmpo qui complète ce podium entre guillemets.
Et la surprise, messieurs, Marcus Smart avec les Celtics, qui est revenu pas mal dans les pronos. Voilà, donc Davis, Bam Adebayo, Rudy Gobert, Giannis Antetokounmpo, la surprise Marcus Smart. Et dans les mentions, on a Ben Simmons, Miles Turner, Jarrett Allen. Voilà pour les surprises. Et Jarrett Allen, c'est pas moi, je vous promets. Avec Il y en a un qui a envie d'être nommé rédac chef adjoint. Ouais, ouais, mais bien. On les voit venir. Ouais, il y en a qui Il font de me balai. semble que il me semble que c'est Damien qui s'occupe du Twitter qui a mis Jarrett Allen en surprise. Voilà pour le classement. Forcément, Guillaume, je vais me tourner vers toi quand on parle des Lakers dans un premier temps. Anthony Davis, est-ce qu'il sera déjà pour toi, selon ton prono, est-ce qu'il sera défenseur de l'année cette saison? Et pourquoi Anthony Davis et pas Rudy Gobert ou Giannis Antetokounmpo comme il l'a fait la saison dernière? Pourquoi Davis est ultra favori? Parce que vraiment, il se dégage, enfin, il est vraiment numéro un sans trop de soucis, Anthony Bah Davis, écoute, tu parles à la seule personne qui n'a pas mis numéro un, visiblement. Euh, apparemment. je suis un très mauvais fan des Lakers. Hein. Harrell Davis, pour moi, il ne gagne pas de trophée individuel cette année. Voilà, non, mais oui, c'est le favori. Encore, c'est franchement retourner sur ce que j'ai dit sur Harrell, c'est le même discours. C'est le favori. C'est pas le mien, mais c'est le favori sur papier. Parce qu'il aura les stats, parce qu'il aura le top 5, il sera dans une top 5 défense, et qu'il aura le bilan aussi. Enfin, il aura la qualité. Après, j'ai un petit doute sur le dossier de Davis, c'est que d'habitude, le Deep Boy, c'est toujours au top 5 défense. C'est le patron d'une top 5 défense. Et les Lakers, cette année, ont beaucoup perdu en défense avec les blessures en plus qu'il y aura, dont Davis, qui en ce moment est un petit peu out et tout. Et on sait très bien que c'est un joueur fragile. Entre les peut-être 10 matchs qu'il ne va pas jouer cette saison, plus l'arrivée d'Arel, quand même défensivement, est nul, on peut se le dire. Euh... enfin, nul, peut-être pas, mais en tout cas en dessous de la moyenne en défense. Et je pense que les Lakers peuvent tomber un petit peu en défense à 7-8e, surtout que c'est une équipe qui vient d'être championne. Ils ont peut-être un peu moins envie de se la donner en saison régulière. Et du coup, s'ils tombent un peu trop bas en termes de defensive rating et en termes de qualité de la défense collective de l'équipe, je ne suis pas sûr que le dossier de Davis sera le premier à préconiser. C'est pour ça que moi, j'ai mis Adebayo en 1, parce que je pense que le hit sera top 3 défense sans aucun doute et qu'Adebayo va améliorer ses stats individuelles et être le patron. Anthony Davis, Mais je suis en train Davis, de oui, regarder sur là, le papier, c'est le favori. Sur le papier, ça reste le favori. Enfin, c'est entre qui a Davis et Gobert terminé pour moi le favori. deux fois dans la All Defensive First Team en 2018 et 2020, deux fois dans la All Defensive Second Team en 2015 et 2017, trois fois meilleur contreur de la Ligue en 2014, 2015 et 2018. Et même en NCAA, il a eu deux trophées de défenseur de l'année quand il était en NCAA, Anthony Davis, qui sera cette saison, comme je vous le disais, l'ultra favori, en tout cas pour nous, de ce trophée. Donc on a derrière Bam et Gobert. Théo, même question un peu pour toi. Qu'est-ce qui va manquer, enfin dans l'autre sens du coup, qu'est-ce qui va manquer peut-être à Rudy Gobert, Yanis et Bam pour aller chercher ce trophée est-ce que c'est des prétendants sérieux ou pas du tout ou est-ce que vraiment Davis est beaucoup trop loin sur Gobert, sur Yanis, sur Bam Adebayo avec le hit? Bah, moi, j'ai mis les mêmes doutes que Guillaume sur la possible fragilité d'Anthony Davis et son utilisation. Je pense que Anthony Davis risque de peu jouer, notamment les back-to-back, d'être un peu load manager parce qu'on sait que de toute façon, l'objectif des Lakers, c'est pas les deep boys, c'est pas les trophées individuels, c'est même pas le classement de l'Ouest. L'objectif des Lakers, il s'appelle la bague. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il sera un peu load manager, etc. Yanis, moi, je vois pas forcément les Bucks être une défense lockdown de la NBA. Et Gobert, pareil, un peu, pour Gobert, j'ai fait de Gobert mon favori, mais le Jazz, on va voir à quel niveau défensif il se trouve. Est-ce que c'est comme l'année dernière, une défense pas si extraordinaire que ça dans le top 10, hein, mais dans le sens où on a connu mieux au Jazz, ou est-ce que ça va redevenir la défense du double défenseur de l'année, Rudy Gobert, où c'est le patron, où il est à 2 contre et demi par match, et où jouer le Jazz, c'est être assuré de ne pas dépasser les 105 points, quoi. Moi, c'est là où le doute persiste sur Rudy, même si je pense que pour moi, c'est mon favori. Je pense que le Jazz veut montrer qu'ils ont passé un cap aussi, que le retour de Mike Conley dans la bulle à un niveau acceptable.
et non pas le niveau de son début de saison, peut aussi permettre à cette équipe de se relâcher un peu. Donc, moi, je crois en Rudy. Je pense il a un contrat et maintenant il a un contrat à justifier. Et je pense que le meilleur moyen pour lui de le justifier, c'est le deep boy. Tout à fait. Je pense il va être très attendu là-dessus et c'est une de ses principales qualités. Rudy Gobert, messieurs, pour conclure sur cette catégorie de défenseur de l'année, un mot. Oui, Théo, pardon. Ouais, juste un petit mot, je vais faire un peu le homer, mais si Daryl Morey décide de garder Ben Simmons à Philadelphie, c'est une vraie option parce que Ben Simmons, un peu comme Joel Embiid, quand il se décide, c'est un lockdown défenseur. Le problème, c'est que bon, bah, Incroyable. comme on l'a vu Hyper hier, technique. comme on l'a vu hier contre les Cavs, c'est quand il décide. Et contre les Cavs hier, bah, on s'est fait laver assez salement. Du coup, enfin voilà, c'est. Mais Ben Simmons, attention parce que je pense qu'il fait partie du top 2-3 défenseurs extérieurs de la NBA. Et Ouais. dans ce top aussi, il y a un nom qu'on a mis en surprise, Marcus Smart avec Boston. Est-ce que ça vous semble être une surprise crédible ou pas? On sait que il est reconnu quand même pour ses qualités défensives, le Marcus. Est-ce que c'est assez pour vous ou est-ce qu'on est quand même, on en est quand même loin euh, d'une référence défensive pour Marcus Smart? On va faire la moue là sur. Moi, je Ah, vais. bah, pour moi, pas de Smart. Enfin, déjà, les extérieurs, c'est compliqué. Et Ouais, pour c'est moi, ce que Smart j'allais dire. n'est pas le premier extérieur que je mettrais. Pour moi, déjà, Ben Simmons, pour moi, il a un meilleur dossier que Smart et aura un meilleur dossier que Smart, qu'il soit à Houston ou qu'il soit à Philadelphie. Même si j'ai un peu de mal avec Ben Simmons en défense quand Embiid est absent, je le trouve un peu plus perdu. On l'a vu hier et on l'a déjà vu d'autres fois. J'ai un peu de mal avec ça. J'aimerais bien qu'il soit capable d'être patron de la défense sans qu'il y ait je sais qu'il y a un pivot incroyable aussi défensivement à côté. Mais par contre, ouais, pour Smart, il sera dans les All NBA Defensive Team parce qu'on peut y mettre que deux pivots. Et du coup, bah, il y a du monde qui se perd et il y a des extérieurs en trop. Beverley l'avait été une année et c'est ahurissant ce genre de choses. Parce qu'il est nul en défense. Enfin, il est très moyen en défense. Bah, il agite les bras, Et quoi. il, oui, enfin, il a un peu le corps, mais voilà, il a la grande gueule. Voilà, c'est super. Mais enfin, défensivement, lui-même, sur l'homme, ça va. Mais par exemple, en défense collective, il est nul. C'est compliqué. Bref, je prêche déjà des convaincus ici. Et, mais Smart, du coup, je l'aime bien. Je le considère vraiment comme un bon défenseur, mais il y a quand même des choses autour de lui qui vont faire qu'il ne le sera pas. Déjà parce qu'il n'est pas titulaire. Et je trouve ça compliqué. Je trouve ça compliqué de mettre un défenseur de l'année qui n'est pas titulaire. Même s'il joue 30, là, il a joué 34 minutes de moyenne sur le début de saison, et s'il joue le temps de jeu d'un titulaire, sur le papier, il n'est pas titulaire, et je C'est trouve que ça. ça fait un peu tâche au défenseur de l'année, que bah, il est censé être titulaire. On le voit comme le point d'ancrage d'une défense, et le fait qu'il ne soit pas titulaire, c'est un peu bizarre. Au début du match, il n'est pas là et tout. C'est bizarre pour le défenseur de l'année, je trouve. Je suis assez d'accord. Dédicace à Miles Turner qui tourne à 6 comptes par match, je le dis. Du coup, qui a été mentionné Je le effectivement vois aussi plus Drew, je vois plus Drew que dans ce. Smart déjà. Après, il y a Giannis à côté, donc c'est compliqué, mais je vois plus Drew que Smart. Bon, en tout cas, Smart qui a été mentionné quelques fois et du coup qui peut être la surprise, même si ça va être compliqué dans tous les cas d'aller chercher le trophée face à des ultra favoris comme Davis, comme Gobert ou Yanis qui reviennent, ou même Bam Adebayo hein, qui reviennent très très souvent dans les discussions. Et Paul Voilà George. pour de quoi? Et Paul George à ne pas oublier quand même, puisque je pense qu'on peut le citer. S'il a envie, il peut faire partie de cette course comme il l'a déjà fait, mais ça dépend le projet des Clippers après, hein. C'est un beau timing, c'est un beau timing de dire ça après une défaite de 50 points d'écart, hein. Ouais, c'est ça. Mais ça reste quand même un On a pris du défenseur. temps on a pris du temps avant d'y venir, hein. Ouais, mais c'est un très très bon défenseur quand même, hein. Désolé Oui, à oui, oui. tous les fans des Clippers La qui nous présence de écoutent. Kawhi, la présence de Kawhi et d'Ibaka vont faire que son dossier sera moins en avant, je pense. Et Mm. oui, en termes de défense, il est très fort. C'est vrai que Paul George aurait pu être dans les discussions. Voilà, messieurs, pour ce trophée-là de Deepoy. Avant de passer au trophée le plus important de la soirée, celui de MVP, on va parler, messieurs, du coach, le coach of the year. Pour ce trophée, ça a été un petit peu plus difficile de faire véritable classement. On a un ex-aequo, si on peut dire ça comme ça, sur ce trophée. Eric Spoelstra avec Miami et puis Rick Carlisle, qui sont tous les deux numéro un de ce classement.
En numéro 2, on aurait Mike Malone avec Denver. Brad Stevens également juste après. Mike Budenholzer qui est mentionné. Et la surprise du chef, Steve Nash pour Brooklyn. On voit Dans qu'il les, a choisi la surprise. Hein. Pas Ouais, du tout, pas du la tout. surprise Franchement, du elle chef. arrive souvent. C'est vraiment le Ouais, chef qui a pas décidé. des chefs, hein, du C'est chef. vraiment la surprise du chef. Hein. Attendez, je vais vous dire. Ok, je l'ai mis en surprise. Qui l'a mis en surprise Je- aussi Il y a quelqu'un Il y qui a quand l'avait même bien, je deux des crois. trois noms. Deux de mes trois noms sont pas dans tout ce que tu as dit. Hein. Et ça, euh, ça me fait très peur. Hein. Moi, j'avoue, euh, moi, j'avoue, il y en a un. Seb a mis Steve Nash en numéro un. Voilà, Ah, je d'accord. tiens à le dire. On l'aime pas, Euh, Seb. Il y a Damien aussi, je crois qu'il l'a mis en un. Et Damien l'a mis en surprise aussi, du coup, Voilà. Steve Nash qui peut être la surprise. Dans les autres non mentionnés, on a Stéphane Silas avec les Rockets, Tiens, Frank ça. Vogel, bien évidemment, Seb qui a voulu, je pense, tester son orthographe avec Ned Björkgren pour Indiana. Il s'expliquera peut-être un jour dans l'émission. Il y On a a beaucoup de du, choses, il a beaucoup de choses à s'expliquer. Ouais, il doit beaucoup s'expliquer, c'est bon. Il a Il y a beaucoup- beaucoup Mais de pas choses à trop, dire. parce que sinon il parle trop longtemps quand même. Donc pas trop. C'est le problème. C'est bon, on pense à toi. On a du bigger staff aussi. Pourquoi Et mon favori n'a toujours pas été mentionné, hein, mais à part ça, tout va C'est qui bien. ton Hein. favori, je, toi? Mais c'était je ne sais Ristos, pas. mon favori. Ah oui, c'est vrai. Et C'est- on a Scott Brooks aussi qui a été mentionné. Ah, c'est moi aussi. Ouais. Je suis Euh, bourré. Hein. T'aimes bien les anciens coachs du Thunder, toi. Ah, mais moi, le coach de l'année, c'est le trophée où c'est trop dur, c'est trop difficile. Ouais, de ouf. bon, J'aime pas ce trophée. faisons un choix quand même. Enfin, parlons en tout cas des deux favoris selon nous. On a d'un côté Eric Spoelstra avec le hit qui est revenu souvent. Je vous vois tous les deux faire la tête. Euh, et du coup, Rick Carlisle. Théo, Mais les gens, exprime-toi. je suis désolé, je vais m'emporter un peu. Mais les gens n'ont pas compris que la NBA, c'est du storytelling. C'est-à-dire que comment un mec qui vient d'emmener une équipe avec une seule superstar en finale NBA peut faire mieux. C'est qu'au bout d'un moment, avec Spoelstra, à moins qu'il fasse premier de l'Est avec 70 victoires et 2 défaites, c'est impossible qu'il ait le coach of the year. Au Mais bout On est d'un d'accord. moment, est-ce qu'il y a besoin qu'il fasse mieux que la saison dernière pour avoir ce trophée? mais il Oui, va faire finale NBA. Le truc, c'est que c'est ça qui reste. C'est pas la quatrième place du hit qui reste dans la tête des gens de la saison dernière du hit. Ce qui reste, c'est la bulle magnifique que nous a sorti le hit avec une finale NBA. Et c'est, enfin, pour moi, Spoelstra n'a pas la story avec lui, en fait. C'est bête, mais Parce il que, n'a pas la parce que story avec lui. Et on est d'accord que le trophée est remis après la saison régulière. Enfin, en tout cas, les oui, votes s'arrêtent après la saison régulière. oui, Tout ce qu'il y a après sur les playoffs ne compte pas. Donc, mettons que ça Eric compte dans la Spoelstra story. termine deuxième ou troisième. il l'aura pas. Il Il l'aura peut aller pas. chercher ce titre, Il l'a déjà eu, selon. il l'a déjà eu par le passé. Pour moi, Postra et Carlisle, les deux ne sont pas dans mon top 3 parce qu'ils font partie de ces coachs déjà établis. On sait déjà que c'est des bons coachs. Ils n'ont pas besoin d'être récompensés pour ce qu'ils font. Et ils ne le seront pas parce que Spolstra, il a été en finale l'an dernier et que même sauf s'il finit premier de l'Est avec 5-6 matchs d'avance sur le deuxième, et vraiment, le hit, ça a passé encore un cap sur la régulière. Genre, on se rend compte qu'il y a un truc qui a encore plus changé et c'est encore plus incroyable. À ce moment-là, pourquoi pas. Mais je pense pas qu'il l'aura. Et Carlisle, pour moi, si les Mavs font top 3, c'est Doncic qu'on récompensera et qu'on mettra MVP et pas Carlisle qu'on mettra coach de l'année. Donc pour moi, j'en ai aucun des deux dans mes favoris, même si évidemment ils sont dans la discussion puisqu'ils sont entraîneurs de bonnes équipes, mais je vois pas. Parce qu'il a l'aspect progression en fait dans le coach de l'année et ils D'accord, n'auront pas pour je les suis deux assez cet d'accord aspect-là. avec toi. Carlisle un peu plus peut l'avoir, mais ce sera pour Doncic pour moi qui sera récompensé et pas Carlisle. Je suis assez d'accord avec toi. Pour vous, ouais, il y a de la progression, c'est-à-dire que des mecs comme dont on cite souvent les noms, comme Vogel, comme Budenholzer, ne l'auront pas puisqu'ils sont déjà établis comme coach Parce qu'ils l'ont déjà performant eu. Parce qu'ils et l'ont qu'ils déjà l'ont eu déjà tous eu. les deux aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, Vogel, moi, j'avoue, je l'ai mis en surprise parce que honnêtement, il fallait que je mette un troisième nom. Et c'était ça ou Doc Rivers pour Laval. C'est Scott Brooks. Hein. C'était ça. Moi, Frank Vogel, c'était ça ou Doc Rivers pour la blague. Du coup, je me suis dit, non, vas-y, je vais pas mettre le Doc parce que Du coup, c'est t'as de la mis qui, toi? triche. C'est de la triche, il va recevoir Arden en milieu de saison si Daryl Morez décide un peu. Et du coup, non, enfin voilà. Et Frank Pour la Vogel, propagande. c'est pas. Ouais, de fou.
faut qu'il arrive. Non, mais Frank Vogel, le problème, c'est que c'est le même problème que le Spoelstra. Il vient de sortir d'une bague ou une saison où il est premier de la ligue. Pareil, il faut qu'il fasse un 72. Ah, il fait un 72, là, il l'a. Hein. Et c'est LeBron MVP, Anthony Davis, Depoy. Enfin, voilà, tout va bien. Mais sinon, s'il ne fait pas un 72, enfin, c'est... Moi, honnêtement, j'ai mis Brad Stevens. Parce que c'est un coach qui a jamais... Que c'est pas là établi, c'est pas là aussi établi que c'est un bon coach et que bon, bah, on sait très bien, Brad Stevens, tactiquement, blablabla, blablabla. Est-ce que c'est pas ce que vous dites là depuis tout à l'heure qu'il y a Oui, bon. un côté progression qu'il doit avoir et qu'il n'aura pas forcément Brad Stevens avec Brad Boston? Stevens, tacticien, blablabla, on a vu le dernier shoot de Tatum hier soir. Hein. Merci Brad Stevens, mais à bientôt. Hein. Non, pour moi, il y a un mythe qui s'est formé autour de Brad Stevens parce qu'il a fait des choses incroyables avec Isaiah Thomas à ses débuts, dont Et Terry Rozier. réussir à avoir une bonne défense avec Isaiah Thomas et avec Jared Sullinger sur le terrain. Il a réussi ça. Et ça, c'était incroyable. Et ça faisait de lui l'un des meilleurs coachs en NBA juste pour ça. Parce que ça n'avait aucun sens. Enfin, il y a un mec qui fait 1m12 et il y a un mec qui fait 1m12 de large. Et il a réussi à avoir une bonne défense avec ces deux joueurs. Et c'était incroyable. Et ensuite, il y a un mythe qui s'est construit autour de Brad Stevens, qui est extrêmement bon dans les systèmes de sortie de temps mort. Mais pour moi, sur la continuité, il y a un truc qui manque. Parce que ça n'aurait pas raté avec Kyrie Irving, Morris et Hayward. Ça n'aurait pas raté. Il y a eu l'année, le match 7 contre les Cavs qui n'était pas nécessairement bon. Il y a eu des ratés de la part de Brad Stevens. On n'en parle pas assez. Pour moi, ce n'est pas un très bon coach, mais il ne fait pas partie de l'élite en NBA comme Spoelstra ou Carlisle. Bah là où je suis pas d'accord avec Théo toi, c'est que je Mitchell, pense que justement, cette année, il a le groupe qui pourrait lui permettre justement d'aller chercher un trophée comme celui-là, où malgré Ce sera lui qui sera récompensé. Genre, ce sera l'amour, pas Tatum, pas Brown. voilà, C'est c'est lui ça. qui Si sera jamais il y a récompensé. une vraiment bonne saison de Boston et qu'ils sont dans le top 2, aucun joueur ne sera récompensé. À la limite, si vraiment il a des stats de ouf, Marcus Smart en sixième homme, mais c'est au mieux, mais je pense que ce sera quand même Brad Stevens qui sera récompensé d'une bonne saison de Boston parce qu'il n'y a pas de potentiel MVP dans cette équipe, parce qu'il n'y a pas non plus de MIP, parce que leurs progressions sont assez linéaires, il n'y a pas de progression extraordinaire et il a les joueurs qui lui manquaient un peu aussi. On voit Tristan Thompson fait du bien dans la raquette, Jeff Teague fait du bien d'avoir un deuxième ball handler en sortie de banc. Ça fait du bien à cette équipe et je pense qu'il a une équipe mieux construite qui peut lui permettre aussi d'exprimer son sens tactique, notamment en sortie de temps mort où il est juste exceptionnel. Il manque encore un peu de régularité, mais je pense que si Boston fait une bonne saison, c'est lui qui sera récompensé en fait. Après, il l'a déjà été aussi. Et ça reste à être dans la même équipe, Non, dans le même groupe, il n'y a pas si longtemps. Il l'a il a, jamais été. Brad Stevens, il l'a jamais été. Oh, je suis bourré. Bah, il aurait dû l'être l'année avec Isaiah Thomas, mais bon. Bah voilà, C'est scandaleux qu'il ne l'ait pas été. Hein. bah voilà. Moi je répare Je une crois qu'il y a injustice. Steve Kerr à 73 victoires, mais bon, voilà. C'est pas Moi je grave. répare une injustice, monsieur. C'est pour ça. Brad en, Stevens mérite le coin. Non, c'est vrai qu'il le en tout mérite un cas, jour. Mais bon. selon nos pronos, je le répète, Eric Spoelstra qui termine co-ex aequo avec Rick Carlisle. En deuxième, on a du coup Brad Stevens suivi de Mike Budenholzer. Et dans la surprise, messieurs, un petit mot quand même sur Steve Nash avec Brooklyn, le coach rookie qui peut être dans les surprises. Pourquoi? Parce que Brooklyn va step up de manière assez incroyable, je pense, cette KD. saison, en tout cas par rapport à la saison dernière avec KD, avec Kyrie, et qu'en plus, Steve Nash a l'avantage d'avoir un coaching staff autour de lui assez incroyable. On l'a beaucoup répété là dans toutes nos émissions, mais quand tu as Mike D'Antoni à côté de toi pour les systèmes offensifs, Ime Udoka qui était assez établi, tu as l'ancien coach, l'ancien assistant devenu coach, puis redevenu assistant avec Jacques Vaughn qui est toujours là et qui connaît très bien cette équipe et les joueurs de Brooklyn et toute l'organisation. Il y a de quoi faire, même on a du Amar'e Stoudemire aussi pour s'occuper des joueurs. Bref, il a un coaching staff assez incroyable et ça peut être une surprise, en tout cas, si Brooklyn termine troisième, quatrième, il peut être dans les discussions. Est-ce qu'il l'aura? Peut-être pas, mais en tout cas, il peut être l'une des surprises de ce trophée de Coach of the Year cette année 2020-2021. Messieurs, on va enchaîner avec le dernier trophée, on va dire classique, remis chaque saison par la NBA. On va parler bien évidemment du MVP. Le MVP cette saison, je vous mets un peu de suspense, je mettrai des petites batteries. Messieurs, le MVP cette saison, on parle bien évidemment de Luka Doncic que vous avez
J'y viendrai. Messieurs, Luka Doncic qui termine du coup premier de ce trophée MVP, suivi juste derrière de Damian Lillard en numéro 2, suivi juste derrière d'Anthony Davis. On a du Giannis Antetokounmpo. La surprise pour nous, ça serait Nikola Jokic avec Denver. Dans les mentions, James Harden qui a été mentionné, Trae Young qui a été mentionné en outsider, pourquoi pas, Kyrie Irving. C'est du Seb. Triangle, c'est Seb. Cherche pas. C'est Seb, Ouais, c'est Seb. Oui, 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 oui. Il l'avait dit en plus, Ah oui. il en avait parlé dans une émission. Trae Young, on a du Kyrie Irving qui a été mentionné également peut-être dans les surprises Quand même pas MVP de son pour ce équipe. trophée de MVP. En tout cas, lui, il fera les back-to-back. Donc, il aura déjà plus de matchs. Ouais. Et du coup, Kyrie Irving. Et je ne sais pas qui a mis ça, enfin, je sais, mais je le laisse se dénoncer. Joel Embiid, qui a été également En mentionné surprise. En surprise. Il va en discuter avec ce mec. dans ce trophée MVP. Si James Harden arrive et que derrière Embiid il commence à tourner en 30-15, mon pote, ça va bien parler chinois. Ce sera Harden le MVP. Voilà, c'est dit. Pas forcément. Pas forcément. Non, mais Messieurs, je vous ai vu faire la tête quand j'ai annoncé le vainqueur, Luka Doncic, qui est ultra favori pour les bookmakers, en tout cas aux États-Unis, cette saison. Luka Doncic qui termine également premier de notre classement. Pourquoi vous ne le mettez pas MVP cette saison? Qu'est-ce qui vous dérange dans ce Luka Doncic avec Dallas MVP? C'est sa troisième saison à Luka. Qui est toujours aussi fort, en tout cas statistiquement parlant, et qui mène cette attaque de Dallas avec brio encore. Luka Doncic, pourquoi Théo, ça t'inspire pas et pourquoi tu fais la moue quand je te parle de notre jeune Luka? Parce que déjà, moi, premièrement, j'ai un doute sur le bilan potentiel de Dallas. C'est que enfin, il faudrait vraiment qu'il fasse une saison top 3 de l'Ouest, à passer devant des Denver ou des Clippers ou même des grosses écuries de l'Ouest, ou même déjà qu'il passe devant les Blazers, le Jazz. C'est une jungle, l'Ouest, et je suis pas sûr que Dallas ait le classement et le bilan. Ensuite, je pense qu'il y a un côté story aussi où Doncic, il est jeune. Donc, on attendra peut-être 2 ans avant de lui donner en mode. Parce qu'on sait qu'il va être encore plus fort l'année d'après, et encore plus fort l'année d'après encore. Et je pense que ça joue contre lui, entre guillemets. Et puis après, s'il commence à claquer des plus 50, des plus 50 à tout le monde et que le mec joue que 25 minutes par soir, ça va commencer à parler chinois aussi. Mais bon, casse aux Clippers, dédicace aux Clippers, hein, à Batum, au pastis. au pastis, c'est ça. Donc, non, non, ouais, moi, Doncic, je le vois pas MVP. En tout cas, pas tout de suite. Je pense que c'est un mec qui terminera sa carrière. Il aura 2, 3 MVP, mais là, pas tout de suite. Moi, mon favori, c'est Damien Lillard. Il a été MVP de la bulle. Je le place comme ça, même si ça vaut pas grand-chose. Il a été MVP de la bulle. Il est. Si... En fait, pour moi, il est capable de faire une saison où il prend un coup de feu sur une saison entière, comme il a pu le faire notamment le mois de janvier dernier, qui était exceptionnel, ou de février dernier, qui était exceptionnel. Il est capable de le faire sur plusieurs mois, sur une saison entière. Et Janvier. janvier, ouais, c'est ça, janvier, j'étais C'est entre deux. MLKD. C'est le MLKD. C'est Où ça, il plante 60 et il en plante 50 juste après. ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, moi, Lillard, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup parce que je pense qu'il a la story avec lui, il a le niveau de jeu. Il manque juste que Portland ait enfin le bilan, parce que l'année dernière, ça a été très décevant. Et en plus, si derrière, Portland sort d'une saison où ça doit taper le play-in, et la saison d'après, ça fait troisième, par exemple, à l'Ouest, bah, ça va causer très très fort le dossier Damien Lillard parce que bah, il n'a pas de All-Star à côté de lui, pour l'instant. Harden, il veut y aller, non? Ouais, apparemment, mais si Non, mais James Harden n'est pas ils sont d'accord. incapables de mettre un trade en place pour Harden. Donc, ça n'a pas besoin de chercher. Ça C'est semble compliqué. impossible. Bon, bah, j'ai envie de te dire que tu as tout dit, puisque j'ai Lillard en 1, j'ai Doncic en 2 pour les raisons que tu as énoncées. Ou pour moi, Doncic, c'est impossible que les Mavs soient top 2 à l'Ouest, voire même un top 3. Je trouve ça aussi très compliqué avec la blessure de Porzingis. Et même avec ce qu'on a vu en début de saison, tout simplement, il y a quand même une victoire, de défaite. Les Ah, saisons un petit peu plus courtes, ça compte. Lillard sera derrière, en théorie, Lillard sera derrière, avec Portland sera derrière Dallas
en termes Ah, de pas pour bilan. moi. Pour moi, Pas pour moi. moi je Pour les ai mis moi, troisième. moi, je les ai mis quatrième à égalité avec le troisième. Ou Moi avec je les ai mis un troisième. match de Pour moins que vous? les Clippers troisième, pour faire joli. Bon, Mais ils peuvent ok. être top 3 sans problème pour moi. Bien plus facilement. L'effectif est mieux construit. McCollum, il est meilleur que n'importe quel extérieur à Dallas, à part Doncic. Nurkic au pivot, ils en rêvent à Dallas. Covington, ils en rêvent sur les ailes à Dallas. Et Porzingis, qui est meilleur que sans doute n'importe qui à Portland, il n'est pas là. Il est pas là, et il se blesse tout le temps, et il est chiant parce que je l'adore. Et je veux le voir jouer. Non, pour moi, Du Lillard coup sera MVP. Lillard, Lillard. il va péter les 30 points de moyenne. Je crois qu'il les a Il a la jamais fait story. encore. Il a la story, il a le rédemption, les 30 points de moyenne. Il y a le théorème des Blazers qui, quand on les attend, ils finissent 8e et quand on les attend pas, ils finissent 3e. Et ce théorème est valable depuis 4 ans. Donc, ça... moi, j'y crois. Et donc, pour moi, d'après ce théorème, Terry Stotts sera aussi coach de l'année d'ailleurs. Mais... Mais non, Lillard, il y a trop de choses autour. Il est prêt à faire les 72 matchs. Il est prêt à prendre le jeu en main dès qu'il y a moins 5. Dès que l'équipe adverse mène de 5 points contre les Blazers, il prend la balle en main, il prend 3 points du milieu de terrain d'affilée, il va les mettre dedans et il va prendre feu à chaque fois. Et vraiment, je pense que là, c'est sa saison, c'est son moment. Il a 30 ans et il a la plus grande saison de sa carrière. Elle est faite pour lui. Il sait qu'il y a un coup à jouer parce qu'il n'y a que 72 matchs en plus. Et je pense qu'il n'a jamais eu trop de problèmes de blessures dans sa carrière. Et je pense que là, cette année, c'est son année. C'est l'année de Lillard. Et pour moi, il sera MVP parce il va faire une saison, il finira troisième de l'Ouest ou quatrième à la limite, mais ric-rac avec le troisième, mais il sera à 33 points de moyenne et on pourra juste pas dire autre chose que bah ouais, c'est lui le MVP en fait. Aussi, En tout cas, Damien dernier Lillard, truc, qu'on met deuxième. Ouais, Guillaume. dernier argument, c'est que quand on regarde les top 2 à l'Est et à l'Ouest, possible, logique, il n'y a quasiment aucun candidat MVP. Pour moi, ni Kawhi ni Paul George le seront avec les Clippers. Pour moi, aux Lakers, LeBron et AD, c'est pas possible parce qu'ils sont tous les deux dans la même équipe. Pour moi, les Nets, c'est pareil, ça va être compliqué. Giannis l'aura pas 3 fois d'affilée. Ce n'est jamais arrivé quasiment dans l'histoire du MVP. Soit c'est un nouveau MVP, soit c'est LeBron, soit c'est Jordan, soit c'est un back-to-back. Giannis, il correspond à aucune de ces catégories-là. Pour moi, il n'y a que si les Nuggets finissent premier de l'Ouest, Jokic aura peut-être une chance, mais on sait qu'en régulière, il aime bien commencer doucement, même si cette année, ça va. Donc, je pense Euh, que Lillard aura le meilleur dossier aussi, et Doncic a aussi une chance d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est premier des bookmakers, c'est parce que devant, dans les, dans les 4 meilleures équipes qu'il y aura à la fin de la saison en bilan à NBA, je ne suis pas convaincu qu'il y ait un seul candidat MVP réel et dedans. Perso, je trouve que on parle beaucoup depuis tout à l'heure de storytelling, etc. Je trouve que Luka a ce côté, ce joueur européen qui arrive, qui est pas drafté en premier, etc. Qui a pas l'air comme ça, mais qui est en vrai super fort et qui va faire du bien à cette attaque des Mavs. Je pense qu'il fera la diff aussi par rapport à un Damian Lillard ou à d'autres joueurs. Ça va être bien évidemment à un moment donné un pic de perf qui va faire que ça rentre dans la tête, hein, comme Damien Lillard avait pu le faire effectivement sur un mois de janvier, des matchs à 3-4 matchs à 40-50 points. Si Doncic le veut, je pense qu'il sera obligé de passer par des matchs références comme ça où il s'inscrit dans la tête des gens en tout cas pour les votes et ça je pense que ça joue beaucoup sur le trophée de MVP. Il n'y a pas LeBron il a été mentionné nulle part. C'est un petit événement entre guillemets parce que bon, LeBron sera quand même dominant, même si bon, on le sait qu'il sera vieux et forcément, tu l'as dit Guillaume, avec son duo avec Anthony Davis, va Ou jouer de contre management à lui et fond. La saison sur resserrée, ça va être du lot de management à fond. carrément. LeBron, il est en tongue jusqu'en mars, hein. Ah, bien sûr. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est en LeBron, il est en pré-saison. mode, Là, il est en pré-saison, LeBron. là, LeBron, il Hier, est en mode comme il a joué taco. contre les Wolves, C'est ça. pré-saison. Même Le mec, pas. il est en C'est mode, avant. C'est les matchs de l'été, là. il est en mode On va être taco sur du Tuesday, tranquille, je me mange mes petits tacos à la Ah, maison avec les bière brownies. de vin. Et je vais voir Brony au lycée, pépère, on va voir ce qu'il donne, et puis c'est tout. il va tourner en 23 points, Allez, en 23-8. 6-7 rebonds Et puis voilà. Un mot quand même avant de passer aux autres catégories sur, on l'a mentionné, tu l'as mentionné un peu Guillaume, Nikola Jokic qui serait du coup notre surprise. Théo, toi, Nikola Jokic, est-ce que tu y crois pour aller concurrencer par exemple un Luka Doncic ou pour concurrencer un Damian Lillard puisque vous avez mis Dame qui était aussi mentionné en surprise Damian Lillard. Est-ce que Nikola Jokic, ça fait partie de cette catégorie surprise un peu de joueurs qu'on n'attend pas forcément et qui peut rentrer dans les discussions du MVP à la fin de la saison. Bah, en fait, moi, le problème avec Jokic, c'est que déjà, il faudrait que Denver progresse.
Sachant qu'ils étaient troisième de l'Est l'année dernière, ou deuxième, non, Trois, 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 trois. Pas troisième de loin, l'Ouest, mais troisième. la troisième de l'Ouest l'année dernière. Il faudrait qu'il soit premier, en gros. Et Jokic, même si j'adore le joueur, hein, je pense qu'il manque un peu de scoring. On sait que ça compte pour le MVP. Et tant qu'il est à 22 points par match, c'est fini l'époque où Steve Nash est le MVP à 18 points, on se passe. Maintenant, on a besoin de 13 scoring. points l'année d'après. Hein. Il est Ouais, à voilà. 13,5 l'année d'après. Tu Son vois. deuxième MVP, c'est honteux. Je Ouais, me mais rappelle. C'est Shaquille qui doit l'avoir. Mais, C'est Kobe qui doit l'avoir. du coup, non, ouais, enfin, voilà, c'est. Même pas. Ouais, Jokic, il tourne à 20 points. Tu vois, c'est ça. Il est jamais monté au-dessus de 20 points de C'est moyenne. un gros problème. Et ça, c'est un gros problème dans son dossier à Jokic. Il faudrait qu'il tourne minimum à 25 points. Donc, pour vraiment. Parce que Lillard, c'est un scoreur fou. Harden, dès qu'il va arriver à Philly, il va continuer à scorer. Euh, je La continue. propagande. On est sur de la propagande, monsieur. Hein. Doncic, il va scorer. Enfin, même LeBron va plus scorer que lui. En fait, tout le monde. Enfin, j'ai l'impression que tous les autres candidats à MVP vont plus scorer que Jokic de toute façon, et ça compte dans la tête des votants. Et il faudrait que faudrait que Denver il soit injouable toute la saison et que Jokic il tourne en 20-10-10 pour avoir le MVP. Et ce ne sera pas le cas, malheureusement. Même si Bien, beaucoup Denver. j'ai mis Jokic troisième et je pense vraiment qu'il a une chance parce que le scoring il va s'améliorer cette année. Il est vraiment fit. Déjà sur les deux premiers matchs, déjà, il a mis 29-24, alors qu'avant les débuts de saison, il faisait des 16. 10-10-10 avec les doigts là où je pense. Et là, il a montré qu'il était focus dès le début de saison. Moi, personnellement, je vois Denver deuxième de l'Ouest et je les vois peut-être plus beaux que ce qu'ils sont parce que je vois surtout Jamal Murray être très fort cette année. Mais je pense que Jokic a une chance. Mais du coup, je vais détruire tout mon tous les mots que je viens de dire, je vais les détruire maintenant avec un argument simple. C'est que Jokic, il n'a pas une gueule de MVP. La NBA ne peut pas dire Jokic comme un MVP parce que Jokic, il ne dégage pas, si un MVP dégage, il ne dégage pas ce côté dominateur, il ne dégage pas ce côté scoreur fou, prend feu. Il n'a rien de ce qu'un MVP dégage en fait, Jokic. C'est un mec qui est Non. aimé par les nerds. Les seuls highlights qu'on voit de Jokic, c'est une passe derrière la tête. Et même ça, les gens, ils préfèrent des gros dunks, ils préfèrent des 3 points à 10 mètres. Les passes derrière la tête, ils s'en foutent. C'est le MVP des nerds, c'est le MVP des gens qui aiment les stats, qui aiment le beau basket, qui aiment voir un pivot un peu en surpoids faire des passes et prendre des 3 points et mettre tous les paniers de la gagne, mettre 10 paniers de la gagne par saison. Mais ça, la NBA, c'est pas nécessairement ce qu'ils ont envie de mettre en avant, je pense. On le voit d'ailleurs Non. avec les deux MVP de Giannis. On l'a vu avec le MVP d'Arden, celui de Westbrook, où c'était totalement l'histoire qu'il avait mis MVP, puisqu'il avait cassé tous les codes du MVP en étant sixième de l'Ouest et en l'ayant. C'est ce qu'on a vu avec Derrick Rose MVP, qui l'ont fait le plus jeune. Et le MVP est un trophée extrêmement politique en NBA, dans le sens où, pour le remporter, il y a une énorme politique autour. Le fait qu'il ne donne jamais le MVP deux fois au même joueur sans que ce soit un back-to-back. Soit c'est un back-to-back, soit c'est un nouveau MVP, soit c'est LeBron ou Jordan depuis 40 ans. Et il y a une politique très forte autour du MVP et je ne pense pas que Jokic rentre dans cette politique. Et c'est pour ça que je ne pense pas qu'il puisse l'avoir. Encore plus que son dossier. Théo, pour conclure sur ce trophée de MVP avant de passer à la suite. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Guillaume. Jokic, c'est le gros sympa qui fait des passes marrantes et qui va Les meilleurs pivots de la NBA. Oui, mais c'est pas toujours. Ah yes, il l'a dit. Oui, mais j'ai jamais eu de honte à le dire. Et je dis juste que c'est pas le plus dominant. Elle est là, Bon, ma ça, je suis d'accord. Moi, pour moi, le plus dominant, c'est Embiid. Mais après, ça, c'est un choix personnel. C'est- Mais On fera des... Vous mais c'est inquiétez pas, un, messieurs, on en c'est fera On un en autre, des parlera émissions plus là-dessus. tard. c'est un autre débat. On en Pour finir parlera. sur la MVP, je suis assez d'accord avec Guillaume. Et notamment, je suis assez d'accord sur les cadors des conférences. C'est que le, le MVP, ça, en même temps, Irving va causer du tort à Durant et inversement. Et pareil aux Lakers avec AD et LeBron. Et pareil aux Clippers avec Kawhi et Paul George. C'est des joueurs qui vont se causer du tort mutuellement, même s'ils vont emmener leur équipe plus haut que s'ils étaient tout seuls. Mais ils vont se causer du tort dans un dossier MVP. C'est que moi, par exemple, aujourd'hui, si on me demande les Lakers qui est le MVP, bah, il y en a deux. C'est LeBron et AD. Kuzma et Schroeder. Oui, bah, évidemment. Caruso et Talen Horton Tucker, forcément. Et le bras roulé de Caruso hier soir, pour ceux qui l'ont vu. Non, voilà, mais oui, non, le MVP, moi, enfin, honnêtement, j'ai essayé de faire tous les films possibles dans ma tête. Je vois pas comment il peut échapper à Lillard. Mais Eh ben, il échappera à l'hydrate quand Doncic l'aura, messieurs. Pour conclure, Luka Doncic, que nous nommons MVP, en tout cas la rédaction de Time Out, Luka Doncic MVP cette saison, suivi de Damian Lillard avec Portland, suivi d'Anthony Davis avec les Lakers.
Yanis qui est là aussi. La surprise, Nikola Jokic. Et puis, comme je le disais dans les mentions, James Harden, Trae Young, Kyrie Irving et Joel Embiid. Messieurs, T'as pris, petit aparté quand même, Lénine, t'as pris les deux mecs qui étaient jamais d'accord avec les favoris sur tous les trophées. Hein. c'est vrai, Exactement. c'est Vraiment, vrai. tu as fait un consensus qu'on ne représente pas. Ouais, c'est vraiment quoi. Nous, Pas on est faire la pire. propagande, on est la résistance, mais on n'est pas l'avis de la rédaction. Exactement, mais c'est sympa d'en parler. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux aussi, en commentaire sur YouTube ou même voilà, nous envoyer en DM sur Insta ou sur Twitter ce que vous avez pensé de l'émission, ce que vous pensez de ces trophées-là. N'hésitez pas aussi, on vous mettra peut-être à faire des petits pronos aussi pour vous cette saison. Messieurs, ça fait 1 heure que nous sommes ensemble tout pile. On a décerné nos 6 trophées. On est enfin rentré dans ce format d'1 heure. Malheureusement ou heureusement, il y a encore du rab, puisque nous avons décidé de décerner 3 trophées supplémentaires qu'on va voir rapidement. Ne restez avec nous, hein, bien évidemment, pour ces 3 trophées-là. Comme je vous le disais, celui de Les role meilleurs. player, celui de comeback de l'année, et puis celui de nouveau All-Star. Pardon. On va commencer avec celui du MVP, le MVP des role-players. Pour commencer ce trophée et pour décerner le titre, le numéro 1 de cette catégorie, Robert Covington, qui a été élu. Là, je vous vois acquiescer. Je sais que vous l'avez mis, que vous avez Bah été voilà un consensus. Non, moi c'est pas moins. Moi c'est pas moins. Robert, Robert Covington, un deuxième qui a été beaucoup nommé, c'était assez difficile de départager. Tu seras content aussi, Théo. Nous avons Seth Curry en numéro 2. Pour la surprise de ce MVP, Marcus Smart, qui est de retour dans ce trophée de role player de l'année. Si jamais il devrait être desservi. Dans les mentions, attention, accrochez-vous, puisqu'il y en a pas mal. Tout le monde a donné son petit nom pour se faire plaisir. On a du Maxi Kleber, Carmelo Anthony, Kyle Kuzma, Josh Richardson, Bertans, Bojan Bogdanovic, Jarrett Allen, Duncan Robinson, Steven Adams et Timothée Luwawu Cabarro. Je ne sais Ah, pas il qui l'a l'a mis. placé. Ah, il l'a Oh, mis bien. sache que c'est honteux de mettre un mec qui joue 2 minutes par match. Hein. Même si j'adore Mais Tabarro. il va avoir plus de minutes, vous Bah, inquiétez pas. Il va espérons-le, sauver hein. cette. Il Espérons-le va parce qu'il est sauter bon. Torian Prince et Landry Shamet. Il va sauter Kevin Et, Durant et être titulaire. et il va vous montrer que c'est un role player de talent. Messieurs, voilà pour les mentions que je vous affiche là sur YouTube. Le gagnant, ça a été, comme je vous ai dit, assez difficile de départager avec Seth Curry. Parlons de ces 2 joueurs. Tu l'as mis, toi, Guillaume, je crois, numéro Yes, 1. j'ai mis Covington. Robert Covington, parle-nous de joueurs et pourquoi il va être role player de l'année si jamais ce trophée devait être remis cette saison. Déjà, la NBA, si vous nous entendez, s'il vous plaît, faites que ce trophée existe parce qu'il est trop bien. Personnellement, ça fait 3 ans que je regarde un YouTuber américain qui décerne un 5 des role-players chaque année. Il fait des All-Star role-players en gros. Et c'est grave cool, grave intéressant et j'aime beaucoup le principe. Donc j'aimerais bien que la NBA se mette en marche et nous fasse un petit role-player de l'année parce que c'est cool. C'est compliqué à définir qu'est-ce que c'est, même si du coup on a bien réussi puisqu'on a cité que des role-players. Ce serait intéressant. Bon, bah, moi j'ai Covington parce que c'est l'archétype du free and D un petit peu. Même si sur l'homme il n'est pas exceptionnel en défense d'équipe, il est très bon. Et je trouve que vu que c'est l'archétype du free and D, il est l'un des favoris automatiques à ce trophée, comme l'a pu être Danny Green pendant des années. Et je pense qu'il le sera parce que je vois les Blazers avec un bon bilan. J'ai 3 Blazers dans mes trophées, hein, mais il ne faut pas le dire. Et je vois les Blazers avec un bon bilan. Et puis Covington est un joueur de complément parfait à côté de ce qui l'entoure. Et pour moi, la définition du role player, c'est d'être un joueur de complément parfait. Tout simplement. Et c'est pas plus dur que ça. Pour ça que Covington est mon favori. J'ai mis Richardson en 2 et j'ai mis Kuzma en surprise parce que je suis content de son début de saison et il montre vraiment des signes de maturité. Il a Je l'ai fait le dit. Homer. Il a fait le Homer. Robert Covington, tu l'as dit, ce profil de 3D, du coup, de défenseur, enfin de shooter à 3 points et de bon défenseur. Un autre bon shooter à 3 points, un peu comme peut l'être son frère. Comme son nom On va l'indique. Hein. parler Un petit peu moins quand même. un peu moins, bien évidemment. Seth Meilleur Curry en pourcentage.
Le même qui va volume. évoluer cette fois-ci avec les Sixers. Théo, parle-nous de Seth Curry et pourquoi Seth Curry peut l'être. Toi, tu l'as mis où? Je sais plus où tu l'as mis. Je l'ai mis Ça favori. serait... Je l'ai mis favori. Tu l'as mis numéro un. Il est revenu souvent, du coup, bon, il ne sera pas numéro un dans notre classement. Il est numéro 2. Est-ce qu'il peut faire dépasser Robert Covington et surtout pourquoi? En fait, moi, je trouve que cette Curry, si ce trophée existait, ce qui jouerait énormément en sa faveur, c'est le fit collectif dans lequel il s'intègre. C'est que Daryl Morey est arrivé et il a dit Simmons et Embiid, si on veut vraiment en profiter, il faut mettre que des shooters autour. Enfin, quelqu'un qui a compris. Et du coup, Seth Curry est arrivé contre Josh Richardson. Alors que même si je pense intrinsèquement Josh Richardson est meilleur, je pense que Seth Curry, le fit est largement meilleur avec Ben Simmons sur un backcourt. Et et du coup, Seth Curry, c'est le fit collectif qui ferait qu'il pourrait avoir ce côté role player de l'année parce que c'est un joueur qui est capable de faire quand il a la main chaude, de faire des pointes et de mettre 25 points par match comme pourrait le faire Terence Ross, mais avec un peu plus de régularité que Terence Ross. Mention à Terence Ross, qui Mention dans à le Terence sixième homme Ross, de l'année et dans ce trophée aurait pu être très fortement mentionné, surtout vu son début de saison. c'est vrai. Mais par contre, j'avoue que c'était un peu le fanboy qui a parlé, qui a fait que j'ai mis Seth Curry en 1 parce que je pense que Robert Covington, c'est si ce trophée existait, je pense qu'il s'appellerait le Danny Green Trophy ou le Robert Covington Trophy. Danny Green. Tant il représente ces joueurs-là. C'est Covington, c'est le parfait complément à n'importe quelle star de la NBA. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que Covington, on le met à côté de n'importe quelle star de NBA dans un collectif assez bien construit. C'est le parfait role player. Au final, les Lakers l'année dernière, s'ils gagnent un titre, ils ont LeBron, AD, des role players autour qui font ce que Covington fait, Donc Danny Green. dont Danny Green, Kentavious Caldwell-Pope, Avery Bradley, mais pas dans la bulle. Kuzma. Non, non, quand même. Mais Encore, enfin voilà, encore. c'est que des role players. Et au final, je pense que Covington, son arrivée est un peu passée inaperçue à Portland parce que Harden Westbrook prenait la lumière. Du coup, ils l'ont un peu trouvé une porte de sortie comme ça contre pas très cher. Et je pense que Portland a récupéré une pièce qui leur manquait depuis un bon bout de temps pour vraiment bien figurer à l'Ouest. Si ce trophée existait, il aurait tout en fait. Il aurait sa capacité à être un role player, il aurait la story, il aurait le profil de joueur, il aurait tout. Enfin, je ne vois pas Il comment. aura le... Donc tu as changé d'avis, finalement, c'est Covington ton Non, j'ai dit favori. que j'avais fait le fanboy. J'ai dit que j'avais fait le fanboy. Laisse-moi être un fanboy un peu. Franchement, déjà, j'ai évité le Embiid favori au MVP. Donc Oui, calme-toi. bah, Rocco, heureusement, je serais fait virer. Rocco, du coup, Robert Covington, qui gagnerait ce trophée de MVP de meilleur joueur, le meilleur role player de la ligue, juste devant cette Curry, avec Marcus Smart en surprise. Je vous ai dit tous les noms, il y en a beaucoup, du coup, je ne vais pas vous les refaire. On va enchaîner, messieurs, avec les deux derniers trophées. Un qui se fait beaucoup, qui existe déjà en NFL et qui peut être aussi intéressant, celui de Comeback of the Year, qui récompense le joueur qui tout simplement a connu des galères, qui est revenu, qui a surmonté l'adversité par rapport à la saison précédente, voilà, qui a eu des blessures ou qui a une histoire un petit peu difficile. Pour ce trophée de Comeback of the Year, le gagnant serait Kevin Durant. Euh, Ah bon? Oh, c'est surprenant. cette Bah, c'est pas saison, le mien. Moi non plus. suivi en numéro 2 de Stephen Curry, suivi de Blake Griffin. Dans la surprise, Victor Oladipo. Ça serait la surprise de ce trophée-là. Dans les mentions, on a John Wall, DeMarcus Cousins, Markel Fultz aussi, Jeff Teague, Bagley, Howard. Voilà pour les mentions. Howard Howard, White? c'est l'an Dwight dernier. Howard? Non, non, C'est l'an dernier. Hayward, enfin, Ah, Hayward, Hayward. pardon. Ah, Gordon. Ah, ok, Il ouais, était, parce il que était très Howard, il fort. revient Il se d'où? battait très fort. C'est Howard, qui, il Théo? revient de la bague. Ça va, le mec? Oui, bah oui. Howard, c'était l'an dernier. Et il était peut-être le Euh, premier. Et Seb Théo, t'as mis disait. qui? Moi, j'ai mis Victor Oladipo parce que, en fait, en fait, déjà, parce que je pense que C'est du coup la surprise. si ce trophée existait, la story irait clairement à Kevin Durant. Maintenant, parce que le bilan, il aura un bilan de ouf, parce que ça reste un joueur exceptionnel.
Et voilà, mais maintenant, je pense que Victor Oladipo, personnellement, il s'est relevé mentalement de quelque chose de plus dur. C'est que Kevin Durant, il est arrivé dans une franchise où on lui a dit t'inquiète pas, poto, assis-toi, repose-toi, vis ta vie, tranquille, tout va bien. Kyrie va jouer 10 matchs, après il va se reposer avec toi. Vous allez pouvoir aller faire tranquillement, faire des FIFA. Calmez-vous, tranquille les gars. Alors que Oladipo, on a essayé de le faire revenir trop vite. On a, on a tout a été essayé par Indiana pour que Oladipo revienne à son niveau dès l'année dernière. C'était pas possible, ils lui ont pas laissé le temps. Et sur ce début de saison, je trouve un Oladipo très intelligent dans ses choix, assez propre et avec un vrai sens collectif, malgré les mauvaises rumeurs qui sont sorties cet été. Donc, moi, le Oladipo que j'ai vu en début de saison me plaît et je pense que il aura une belle gueule de comeback player of the year. Effectivement, pour la belle histoire. Donc, du coup, surprise. Seb disait que, et comme tu le disais, on en parlait, que si ce trophée existait réellement, comme ça peut se faire du coup en NFL, évidemment, l'ultra favori serait Kevin Durant de ce trophée. Parlons des autres joueurs du coup, parce que KD, on connaît C'est bien le joueur ennuyeux. et on C'est sait bien. ennuyeux. Des joueurs comme Steph Curry ou Griffin qui ont été mentionnés, ça vous semble être des plus beaux comebacks ou en tout cas plus intéressants en termes de comeback? On sait que Stephen Curry pardon, a joué que 5 matchs la saison dernière avec les Warriors, que Griffin a été blessé et galère pas mal du côté des Pistons et peut-être pour revenir. Guillaume, derrière Durant qui est le favori, Steph Curry, Griffin ou d'autres joueurs comme Wall, Cousins, Fultz, Hayward, est-ce que ça t'inspire? Bah, pour ce qui est de Wall, Cousins, Curry et KD, et même Kyrie, personnellement, j'ai pas voté du tout pour eux parce que je trouve ça moins intéressant. C'est des joueurs très forts, dont on connaît le niveau, on sait qu'ils vont revenir de blessure et on sait qu'ils seront au moins très forts quand ils vont revenir. Sauf si Cousins fait une saison exceptionnelle, là, il peut se battre parce que lui, on a vraiment des doutes sur son retour de blessure. Mais un joueur comme Wall, un joueur comme KD ou un joueur comme Curry, on s'en doutait qu'ils allaient être au minimum 80% que ce qu'ils étaient avant. Et c'est pour ça que je les ai pas mis parce que je trouve ça plus intéressant de parler de joueurs qui sont vraiment une saison difficile l'an dernier, pas juste une saison blanche. Griffin est un joueur, c'est mon favori pour moi, qui a une saison extrêmement difficile l'an dernier. Il a raté la pré-saison, il est arrivé, il s'est blessé, il a vu l'équipe perdre, il a vu Drummond partir, il a vu la reconstruction se lancer. Et là, il est encore aux Pistons avec un énorme salaire intradable. Et puis, bah, il n'a pas fait gagner le match pour l'instant, mais il a déjà fait 2 bons matchs. Et je trouve vraiment qu'il est capable qu'il a envie et qu'il a tout à faire à se reconstruire un dossier pour pouvoir être trade. Il faut qu'il remonte le joueur qu'il est pour pouvoir être trade. Et je pense que ça peut en faire du coup le comeback de l'année. Sachant qu'imaginons qu'il se fasse trade à la trade deadline contre n'importe quelle équipe en NBA, enfin n'importe quelle équipe qui a envie de gagner, et ce sera tout de suite la belle histoire, un peu à la Chris Paul, où Griffith sera redoré son image pour trader son énorme contrat et aura réussi donc à retourner les choses alors que tout est contre lui depuis qu'il est arrivé enfin, depuis en tout cas le début de saison d'avant, enfin, l'an dernier, depuis 1 an et demi. Pour Oladipo, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit, Théo, c'est mon numéro 2. Et c'est Bagley, mon numéro 3, parce que faut bien que je fasse une dédicace à un pote à un moment. Une dédicace à lui. Du coup, pour ce trophée, donc Kevin Durant, qui gagnerait ce trophée de Comeback of the Year, lui qui a été blessé, qui a fait une saison blanche la saison dernière. Curry en deuxième avec ses 5 matchs seulement la saison dernière avec les Warriors. Griffin, tu viens d'en parler. Voilà, la surprise du ou des chefs, Victor Oladipo avec Indiana et donc dans les mentions John Wall, Cousins, Markel Fultz, Jeff Teague, Bagley et Gordon Hayward cette saison. Messieurs, on va terminer cette émission avec un autre trophée inventé. Alors celui-là, il serait peut-être un peu plus difficile à décerner et c'est l'NBA qui va le faire tout Il est pour simplement. Guillaume. C'est même pas vraiment un trophée. Puis de toute façon, si c'était un trophée, ça serait un trophée qu'on C'est remettrait pas un trophée, mais c'est quelque chose qui sera décerné pour le coup. en milieu de saison. On va parler du nouveau All-Star, messieurs, le joueur qui n'a jamais connu les joies de ce moment important dans la vie d'un joueur NBA que tout le monde vise, cette sélection au All-Star Game. Le gagnant de ce trophée cette saison, je pense que vous avez une petite idée de qui est le numéro 1. On va parler Batum. Jamal Murray. de Zion Williamson en numéro 1. Théo, suivi pardon, de CJ McCollum tout de suite après.
suivi ensuite en numéro 3 de Jamal Murray, tu l'as dit. La surprise, ça serait Jaylen Brown, qui est revenu plusieurs fois. Et dans les mentions, nous avons Caris Levert à l'Est avec les Nets. Fred VanVleet avec les Raptors à l'Est toujours. Un autre meneur, encore une fois, on aime bien les arrières, Ja Morant qui a été cité, qui pourrait connaître les joies d'une sélection All-Star. Colin Sexton, pourquoi, je ne sais pas, mais il était mentionné en tout cas. Il y a quelqu'un qui a vu les Cavs à 3 victoires, Colin Sexton à 25 points de moyenne, il a dit « Oh bah c'est parti !» Ok, je sais qu'il a mentionné. C'est Seb qui on l'affiche. Voilà, notre Bon. cher Est-ce que Sébastien c'est Camille. bon, est-ce qu'on peut arrêter de prendre en compte ces Je votes? propose un vote à main levée pour virer Seb. Ah, majorité. Seb qui a du coup mis Colin Sexton dans les surprises du coup qui a été mentionné. Messieurs, pour du coup terminer cette émission, parlons des joueurs en tout cas qui pourraient avoir cette véritable première sélection. Parlons de Zion Williamson. Zion avec les Pels. Est-ce que ça semble logique? Est-ce que ça vous semble probable? Et surtout, pourquoi, Théo? J'ai vu que tu avais fait comme un peu la moue, Zion. En fait, j'ai fait la moue parce que enfin, c'est pas sympa de dire ça, mais je trouve ça trop facile de mettre Zion. Parce que le mec, on voit qu'il peut tourner en 32, enfin, il est capable de faire des matchs en 32-14, de tourner en 25-10. Alors oui, enfin, ça va dépendre un peu du bilan des Pelicans. Et puis on va voir après. Enfin, moi, la grosse question que j'ai sur Zion, c'est qui est le franchise player de cette équipe? Est-ce que Ouais, c'est Zion je suis ou est-ce que d'accord. c'est Ingram? C'est les deux. C'est Les les deux. deux. Mais du coup, au All-Star Game, moi, je pense qu'ils n'auront pas les deux. Ouais, c'est ça le problème. Mais même. Et Et bah, ce sera Zion pour le récompenser et faire la première fois aussi, je pense. après, on sait que la NBA Les votes des fans. Hein. La NBA aime beaucoup Zion Williamson. Les fans aiment beaucoup Zion. C'est pas pour rien que Touquet l'a mis en jaquette. Hein, C'est pas pour rien que les Pels ont 150 matchs en antenne ouais, voilà, nationale c'est cette ça. saison Hein, aussi. c'est pour ça que. Perso, c'est Lillard, ma jaquette. Ouais, moi aussi. Non, moi j'ai pris celle de Kobe. J'avoue, Aussi. j'ai Ah payé. oui, Ouais, l'argent. ouais, j'ai payé un peu. Mais Du coup, ouais, Zion, je rappelle le système de vote pour ceux qui ne l'auraient pas forcément en tête, ça change beaucoup. La saison dernière, je pense que. Alors, deux choses. Déjà, est-ce qu'il y aura un All-Star Break en tout cas Oui, en oui, mars. en Du février, en 5 au 10 mars? mars. Du 5 au 10 mars, il y a un Euh, All-Star Break. Il y aura des votes c'est- aussi, sous la même forme. Et il y aura même ouais, peut-être un All-Star Game. C'est pas encore, le All-Star Game n'est pas encore annulé par la NBA. Ils l'ont pas annulé à voir officiellement, comment rien ça du va se tout. C'est passer. possible qu'il y en ait Et un. du coup, pour le système de vote, je rappelle, 50%, enfin, les fans votent, pardon, et comptent pour 50% dans cette décision. Les médias comptent pour 25% et les joueurs qui votent aussi comptent pour 25%. Donc, on a 50% pour les fans, 25% pour les médias et 25% pour les joueurs. Donc, les fans ont toujours cette grosse partie de cette décision. Zion, on sait que c'est un joueur qui est apprécié par tout le monde, les fans comme les médias, comme la Ligue qui pourrait vouloir le mettre. Donc Zion qui connaîtrait possiblement sa première sélection. On a mis CJ McCollum, parlons de CJ. Guillaume, est-ce que ça te semble être un choix probable ou pas pour l'arrière des Blazers cette saison? C'est Ou la est-ce première fois que qu'avec j'ai pas Damian mis un joueur Lillard, des ça reste... Blazers. C'est ouais. la première fois que j'ai pas mis un joueur des Blazers parce que Moi, je pour l'ai moi, mis. Lillard sera tellement fort qu'il sera peut-être oublié. Mais j'entends totalement son dossier. S'il est un peu meilleur que les saisons d'avant et que les Blazers ont un très bon bilan au moment des votes, il sera très fortement dans la discussion, voire tout simplement All-Star. Mais je ne l'ai pas mis dans mes trois. J'ai mis Jalen Brown et Jamal Murray, évidemment. Jamal Murray est toujours partout dans mes catégories. Hein. C'est soit un Blazer, soit Jamal Murray dans tous les cas, mon choix. C'est pas compliqué. Mais non, McCollum, il aura le dossier, c'est sûr. Il aura 23 points, 4 passes, 4 rebonds. Peut-être un peu plus de passes parce que j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup amélioré au playmaking d'ailleurs. Et sur le contrôle du tempo et tout, il tient beaucoup mieux la balle quand Lillard n'est pas là qu'avant. Et je pense qu'il peut être clairement All-Star, mais je pense qu'il y a des joueurs qui sont passés encore plus près d'être All-Star. Je pense du coup à Jalen Brown que j'ai mis, où l'an dernier, il était vraiment très proche d'être All-Star, et je ne vois pas du tout ce qui l'empêcherait de l'être cette année. Donc c'est pour ça que j'ai mis Brown devant, et puis Murray, je l'ai mis devant parce que je suis un gros fanboy. Voilà, c'est dit. Et Ah, après, pour CJ McCollum, j'avoue, j'en ai fait mon favori et je pense que en fait, il peut profiter aussi de la saison MVP de Lillard.
Dans Ah, le sens où j'adorerais que ça se fasse. Hein. si Et Lillard finit MVP, ça veut dire que les Blazers sortent une très grosse saison et sont dans le top 3-4 de l'Ouest et que dans ce cas-là, ils mériteraient peut-être une discussion pour avoir un deuxième All-Star. Et le deuxième All-Star derrière Lillard, c'est McCollum. Hein. Nurkic. C'est McCollum. Hein. J'adore Gary Trent Jr., mais c'est pas vraiment le profil. Et puis, non, non, je suis d'accord avec Guillaume, McCollum s'est vachement amélioré au playmaking. C'est devenu le backup de Lillard à la main. Hein. Quand Lillard sort, c'est McCollum qui prend la main avec Gary Trent en deux. Et ça fonctionne bien. Donc, non, moi, je pense que McCollum, voilà, je le trouve parfait, en fait, pour être un nouveau All-Star cette année. Il arrive tranquillement dans son prime. À lui de montrer qu'il a le niveau All-Star, quoi. Et C'est vrai que ouais, pardon. pendant des années, on voyait Malcolm avec son handle incroyable, très propre, très peu de pertes de balles en dribble. Et on se disait, mais comment ça se fait que ce mec soit pas un si bon meneur, passeur pour tenir la balle et tout? Et là, ça fait depuis l'an dernier, la saison dernière, et encore plus depuis ce début de saison, qu'il montre qu'il est capable de plus en plus de tenir cette balle, de faire les passes qu'il faut, de contrôler même le tempo beaucoup mieux que ce qu'il pouvait faire avant, et de ne pas juste être un arrière qui drive et qui prend des flotteurs magnifiques. Et, Au passage, Nurkic a dit sur Beansport qu'il était chaud pour être All-Star. Hein. J'ai vu l'interview passer, ça m'a fait rire. je suis en train de regarder les extérieurs de la conférence Ouest qui pourraient être devant, enfin qui étaient devant en tout cas McCollum la saison dernière. On a Luka Doncic, on a James Harden qui est toujours à l'Ouest pour l'instant, Damian Lillard, bon Westbrook est parti, voilà, Donovan Mitchell, Devin Booker, Ja Morant qui était septième la saison dernière au vote, Chris Paul qui est toujours là, Stephen Curry qui peut revenir, il y avait D'Angelo Russell qui était neuvième la saison dernière, et McCollum qui n'était pas dans ce top 10, ça va être assez compliqué pour lui, mais pourquoi pas, Après, il y effectivement, a les ça peut coachs. être... Le banc, c'est les coachs qui décident et les coachs peuvent le prendre au-dessus d'un. Par exemple, je ne pense pas que Chris Paul sera nécessairement All-Star cette saison. Je pense qu'il peut-être que Booker le sera plus que Chris Paul. Et pareil pour un mec comme Mitchell, ça se trouve, ce ne sera pas Mitchell, mais Gobert. Ou... Ça se trouve, ce sera aucun des deux parce que le Jazz fait un mauvais début de saison pour X ou Y raison. Et je pense que le spot qui a été libéré par Westbrook peut correspondre à soit à Murray, soit à McCollum en fonction du bilan de l'un ou l'autre. Parce que bon, si Denver est premier ou deuxième de l'Ouest, attention, et que Murray est à 20 points, 21 points, attention quand même. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, voilà pour ce classement pour nous qui pourrait possiblement décrocher sa première étoile de All-Star. Zion Williamson en 1, je vous le rappelle, CJ McCollum en 2, suivi de Jamal Murray et en surprise Jalen Brown avec comme mention Caris LeVert, Colin Sexton, Fred VanVleet et Ja Morant. Toi, Camille Caris Messieurs, Levert c'est Non, c'est Damien, je crois. c'est même pas moi, je crois. Hein. et B, Non, non, je ne l'ai pas mis parce que je sais qu'il serait en. du Est-ce coup que nul c'est parce pas. que. Est-ce que non, Damien, il a mis Brown en surprise? Si, il a mis Levert en All-Star en numéro 1, Damien. Favori. Bah, ah Enfin, oui, ah bah, il doit l'avoir en Fantasy League pour perdre contre moi. messieurs, voilà pour cette émission de remise de trophées. On termine cette saison des previews de Time Out avec les 4 émissions sur les pronos des équipes. On termine avec cette émission prono preview sur les trophées individuels. Messieurs, merci beaucoup. Je sais qu'elle vous tenait à cœur celle-là. Euh, on se donne rendez-vous, nous, très vite pour la suite et pour la reprise de la saison, là, qui a, comme on l'a dit, repris là, depuis quelques matchs. Et puis voilà, on va essayer de vous proposer pas mal de contenu sur la saison régulière, sur les stats, etc. Comme je vous le disais, je vous rappelle quand même que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, timeout-8on-air, sur Facebook et sur Insta, timeout-NBA et timeout NBA podcast. Sur YouTube, bien évidemment, avec tous les visuels qui vont accompagner tous pour résumer un petit peu tout ce qui s'est dit. Si vous ne l'avez pas en tête, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube et à vous abonner aussi à la chaîne. N'hésitez pas. Et puis voilà, on se donne rendez-vous, nous, la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On va essayer 2021. Inch'Allah, on pourra retourner en studio et retrouver les joies du studio radio pour vous proposer des émissions, même en direct aussi, comme on le faisait en 2019, puisque 2020 a été une année assez compliquée. Adieu Euh, 2020. Et puis, assez compliquée, ouais.
Un dernier message quand même, j'aimerais faire passer un message. Monsieur Daryl Morey, il serait temps d'aller récupérer James Harden, s'il vous Oh, moi, plaît. est-ce que tu l'as pas fait passer avant ton message, Non, toi? non, mais je voulais le faire, hein. Là, c'est le moment, c'est bon, hein. On a vu Ben Simmons en début de saison. Il fait des choix dégueulasses. Envoie-le à Houston pendant qu'il a encore de la valeur. Et vas-y, récupère James Harden et vas-y, allons au titre. Moi, j'ai un message, J'espère. dédicace à Caruso. Voilà. Les messages sont passés. Si les joueurs et les GM nous écoutent, je pense hein, qu'aux États-Unis, on nous écoute avec. Bah, Caruso, je lui envoie un DM après chaque émission. Et puis Après, il répond pas. Wojnarowski vante notre podcast tous les jours sur son Twitter, Oh, hein. il préfère voter le sien, c'est égoïste. C'est vrai. Messieurs, merci beaucoup en tout cas pour cette nouvelle émission qui fait bien les matchs NBA sur cette fin de saison. On se donne rendez-vous, nous, très très vite. Et puis kiffez bien. Bonne semaine NBA. Bonne fin d'année pour les autres. On se revoit du coup en théorie l'année prochaine. Messieurs, ciao. Et puis à l'année prochaine.